7. 7 parce qu'il y a 2 écrans en salle. C'est vrai. C'est celle-là. C'est parfait. Alors, merci beaucoup d'être venu. Ce n'est pas la première fois que je fais cette présentation-là. C'est au moins la deuxième ou la troisième fois que je la fais, mais à chaque fois, je l'enrichis, je l'améliore, je la grossis. On va finir vers 11h, minuit, quelque chose pas plus que ça, je vous le promets. Là. Mais avant de parler de mon sujet, ça, c'est ma machine en passant. C'est une de mes machines que j'ai piquée à mon observatoire. Alors, j'aurai le plaisir de refaire ma mise à station et d'appliquer donc ce que je vais vous enseigner ce soir. Oui, ça a l'air disproportionné. C'est comme un char d'assaut avec un siège pour bébé au-dessus. Là. Ça a l'air un peu de ça. Là. C'est ça. Mais c'est vraiment une très, très, très bonne monture. Elle a un défaut et pas goûteux. Mais pour moi, ce n'est pas un si gros problème que ça. Surtout depuis que je suis à Sainte-Brigitte, là, je vois plus d'étoiles, c'est plus facile de m'orienter. À Saint-Eustache, c'était pas de la tarte des fois. Il fallait que je vise entre cette étoile-là et cette étoile-là. Là, à Sainte-Brigitte, c'est un peu moins épais. C'est une très bonne lunette et qui va être à vendre bientôt, d'ailleurs. Oui, elle va être à vendre. En avant-propos, je voudrais tout de suite vous faire mes excuses. C'est vraiment de ma faute. On a eu un super beau mois de mai et là, pour l'éclipse, badaboum, je suis responsable. Qu'est-ce que tu as acheté? C'est entièrement de ma faute. Comment on fait ça déjà? C'est lui, c'est le... Je vous dois des excuses. On les accepte pas. Shit, on a perdu notre été au complet. Il est scrappé l'été. C'est 6 pouces, ça. C'est une 5,5 pouces. C'est 6 pouces. Ah, c'est bien. Ouais, ça tient à peine sur l'îlot de la cuisine. Et de seconde main, il n'y a pas une poussière sur la lentille, il n'y a pas une scratch de peinture. On dirait que c'est sorti des lignes de montage du Japon. Là. Au prix que ça coûte, je suis certain que le gars qui l'avait, c'était probablement pas un pouilleux et il devait y faire attention. Oui. Puis en plus, c'est pratiquement impossible à acheter aujourd'hui. Parce que Vixen ne distribue plus en Amérique. Il passe par Explorer Scientifique, puis ça n'a pas l'air d'être une grosse priorité pour eux autres. Avant, il y avait un dealer dédié, Vixen, en Californie. Là, il n'y en a plus. Il a pris sa retraite, le monsieur. Le Star Guy, là, il a pris sa retraite. Fait que là, il passe maintenant, ça a pris du temps, là, mais ils ont trouvé un distributeur qui est Explorer Scientifique, mais qui est un peu intéressé à vendre ses propres télescopes que ceux du japonais. Là. Il faut dire que Vixen, ceux qui ne connaissent pas Vixen, là, c'est tu as Takahashi, tu as Vixen en dessous. Puis il y a même Execo peut-être avec Télévue, puis Stellar Vue, puis quelques autres en dessous. Mais il y a Takahashi qui est une coche en haut. Fait que les deux, parmi les deux meilleurs du monde, tu as deux Japonais. Puis ils visent un marché surtout japonais, ce qui explique pourquoi il y a si peu de dealers dans le monde. C'est un marché local. Et c'est des très, très bonnes montures, très, très bonnes lunettes, très, très bons télescopes. Ça va faire 2 télescopes Vixen à l'observatoire. Ils ont le principe d'avoir des Vixen, des plates pour mettre les... Oui, bien c'est ça. La Dovetail qui est là, c'est une Dovetail Vixen. C'est eux qui ont inventé celui-là. L'autre modèle, c'est l'Osmandy, mais ironiquement, je recule, c'est une Osmandy qu'ils m'ont installée. Voyons. Ils m'ont installé une Osmandy là-dessus. Fait que moi, je dois m'acheter une Dobson pour fitter sur ma monture. Parce qu'elle est trop large. Ben oui, elle est trop large. Elle est beaucoup trop large. Ça, tu n'as pas dit à ta femme, que j'avais une nouvelle monture. Non, juste la barre de métal, c'est pas si pire. Juste la barre de métal, ça va être. Alors oui, c'est une super machine. J'étais excité comme un petit garçon qui ouvre ses cadeaux de Noël. Là. C'est quoi la photo? C'est 800 mm, f5.7. Light bucket. Oui, light bucket. Ils appellent ça néo-achromatique. C'est entre l'apochromatique et l'achromatique. C'est un quadruplet. C'est architecture Petzvald. Même chose, c'est la même chose qu'un télévue NP101. C'est identique en termes d'optique. Là. C'est du presque apochromatique. Mais c'est gros comme ça. Là. En fait, c'est exactement le double de celle-là. Ça, c'est 70, c'est 140 mm.
Fait que c'est du gros béton. Fait que c'est pour ça qu'il fait mauvais, qu'il fait fret, puis qu'il mouille, puis que. Ça va embarquer là-dessus. Ça va embarquer là-dessus, oui. Puis celle-là va être à vendre. Il faut que je change de caméra aussi parce que ma caméra ne marchera pas là-dessus, la taille des pixels, en tout cas. Il y a une nouvelle caméra qui va s'en venir bientôt. Fait que ça aussi, c'est un autre 2 semaines de mauvais temps qui s'en vient. Mais là, ça, c'est la chose que j'allais dire. Quand tu achètes des affaires comme ça, et au moins la décence de les acheter dans une semaine. Et ça, c'est chaud au mois de janvier. Et voilà, exactement. Genre, mois de janvier, il fait déjà moins 1 milliard. C'est super. Alors, ça, c'était pour les petits potins. Alors, ce soir, on va voir collimation et mise en station. C'est 2 sujets complètement différents, en fait, mais c'est 2 choses qu'il faut faire quand on s'installe, dépendamment c'est quoi votre équipement. Parce que la collimation, c'est pas pour toutes les sortes de machines optiques. Et la mise en station, c'est pas pour toutes les montures non plus. Si vous avez une lunette, comme celle-ci ou comme l'autre que je viens de vous montrer, oubliez la collimation, ça ne vous concerne pas. Si vous avez un Maxutov, ça ne vous concerne pas non plus. Maxutov, c'est collimaté à l'usine, puis c'est permanent à vie. Il ne peut pas perdre sa collimation. Le miroir secondaire, il est peint sur le ménisque, sur la lentille. Il n'y a pas de vis pour le collimater, là, il est peint à même la lentille. Et soit dit en passant, pour des amateurs qui vivent à Laval, en ville, un Maxutov, ça devrait être quasiment votre premier choix. Parce que qu'est-ce que vous voyez à Laval? Des planètes, la Lune, des hémoglobulaires, des étoiles doubles. Ça, à Laval, ce n'est pas un problème. Galaxie, nébuleuse, pas trop. Mais le Maxutov, il excelle dans quoi? La Lune, les planètes, les hémoglobulaires, les étoiles doubles. Pas de collimation. C'est une super machine. Puis il y en a des pas trop chers. Il y en a qui sont go-to, il y en a qui ne sont pas go-to. Fait que ça devrait être quasiment votre premier choix en tant que Lavallois parce que c'est votre ciel. C'est ça, votre ciel. J'ai essayé quelques Maxutov à Saint-Eustache, puis c'est fantastique. L'optique de tout ça, c'est fantastique. Oui. Oui, le Nexstar 4, c'est le Stron. Les Meade ETX, toute la série des ETX, ils en font jusqu'à 125 mm. Il y a Orion qui en fait, les Apex. Il y a Meade en fait une autre série aussi. En tout cas, Skywatcher en fait une série aussi. Il y a plusieurs compagnies qui en font. C'est pas cher. C'est des focales très longues, les Maxutov. C'est souvent du F10 puis même du F13. Pour des planètes, ce n'est pas un problème. La lumière est en masse. Là. Puis et quand c'est un pas trop gros diamètre, genre 90 mm comme notre Meade, je ne sais pas si on l'a encore, notre petit Meade ETX, là. OK. Vous êtes moins affecté par la turbulence. Parce que la turbulence, c'est des cellules d'air qui ont à peu près ça, 90 mm. Vous passez entre 2 cellules d'air. Vous êtes moins affecté qu'un gros miroir, en réalité. Fait que ça devrait être quasiment votre premier choix. Ça, puis moi, un petit Newton, un petit Dobson, puis un Maxutov, pour moi, pour un urbain, là, c'est des machines là, incroyables qui vont vous durer toute votre vie. Alors, les Maxutov, collimation, on oublie ça, ça ne sert à rien, vous n'avez pas de problème. Collimation, c'est surtout les Newton, surtout les Newton. Et plus le Newton est gros, n'est-ce pas, Carl? Plus c'est important de collimater son Newton. Plus qu'il est démontable. Plus qu'il est démontable aussi, oui. Oui. Et transporté. Et plus qu'il est transporté. Oui. Dans une moindre mesure, les Schmitt casse-grains aussi, il faut les collimater. C'est la même problématique, c'est la même technique. C'est juste que c'est un petit peu plus touché parce que c'est le petit miroir secondaire qu'il faut collimater. C'est un petit peu plus délicat. C'est moins facile qu'avec un Newton, c'est facile à collimater. Petite anecdote, moi, quand j'ai acheté mon Dobson, mon gros Dobson de 10 pouces, j'étais encore assez néophyte. J'étais dans ma première année d'astronomie et je savais qu'il fallait que je fasse la collimation. Enfin, je l'ai installé dans le salon chez nous. J'ai essayé de faire une collimation avec un petit laser. Là. Je vous jure, j'étais nerveux, ma main tremblait. J'étais nerveux, je ne savais pas comment faire ça. Jusqu'à temps que je réalise que c'était extrêmement facile. Ce n'est pas dangereux. Vous ne pouvez pas briser votre télescope en collimatant. N'ayez pas peur. Là. C'est juste 3 vis qui tiennent l'assiette du miroir primaire, puis on l'ajuste. Ah non, lui, c'était un Schmitt Newton. C'est plus compliqué, ça. Ça, c'est plus compliqué déjà.
Alors, c'est quoi ça, la collimation? Ça a l'air bien compliqué, là. En passant, aimez-vous mon outfit? J'ai le look corporate cal. On va t'engager au market. Oui, oui. Alors, si je résume à sa plus simple expression, c'est quoi un télescope, peu importe la sorte, là? Il y a un miroir primaire ou une lentille dans le cas d'une lunette, puis à l'autre bout, il y a un oculaire. Alors, prenons un Newton. Là, faisons abstraction du miroir secondaire. Vous me voyez bien, la caméra, là? Oui, ça va bien. Alors, ça, c'est le miroir primaire. On regarde par là, contrairement à la photographie de la bibliothèque de Laval où la fille regarde par là. En tout cas. Petit commentaire. Alors, l'oculaire est là. Normalement, il n'est pas là. L'oculaire, il est ici. Puis, il y a un miroir plat ici à 45 degrés. Bon, faisons abstraction du miroir secondaire. Là. La lumière arrive par là et les rayons de lumière sont parallèles. Ça vient d'une étoile. C'est sûr que si vous voulez fendre les cheveux en 14 000, c'est pas parallèle parce que les rayons de lumière se dispersent avec la distance. Mais avec la distance que sont les étoiles, c'est parallèle. Fait que les rayons de lumière, les photons arrivent en parallèle de la même étoile, frappent le miroir et vont converger, parce que c'est un miroir creux, parabolique. Normalement, il est parabolique dans le cas de Newton. Et ça va converger vers un point qu'on appelle le point focal. Après ça, l'oculaire va récupérer ça. Et l'oculaire, c'est un jeu de lentilles. Lui aussi, il y a un point focal, l'oculaire. Alors, quand vous avez deux points focaux qui sont parfaitement confondus l'un sur l'autre et parfaitement d'équerre 90 degrés partout, vous êtes au foyer et vous êtes collimaté. Alors, par exemple, si vous êtes trop loin ici, vous êtes peut-être collimaté, mais vous êtes hors foyer. Même chose, ça c'est extra-foyer, ça c'est intra-foyer, vous êtes trop proche, mais vous êtes toujours 90 degrés, toujours parallèle dans l'axe. Vous êtes quand même collimaté, mais là, vous êtes hors foyer, vos images sont floues. Mais si vous êtes comme ça ou comme ça, c'est-à-dire que votre miroir primaire, il est penché comme ça ou il est penché comme ça, le point focal, les deux points focaux vont se rater. Il n'y a aucun moyen de faire le foyer. Vos étoiles vont toujours ressembler à des petites comètes ou des petites virgules. Ce ne sera jamais des points. Et ce n'est pas que votre miroir n'est pas bon, ce n'est pas que vos oculaires sont trop cheap, c'est juste que votre miroir primaire, votre oculaire, ils ne parlent pas la même histoire, ils ne disent pas la même histoire. Là. Ils ne sont pas en ligne. Ils n'ont pas les yeux en face des trous. C'est ça l'opération de collimation d'un Newton. On va rajuster l'assiette ici du miroir primaire de façon à ce que les deux axes soient parfaitement parallèles et les deux points focaux parfaitement confondus. Dans les points oculaires, c'est deux types de vis. Si tu mets ton laser de collimation, tu serres les vis, ton laser s'en va un peu comme ça. Oui. Tu mets ton oculaire après, mais tu ne serres pas la même vis, donc ton oculaire s'en va comme ça. Oui, c'est ça. Alors, Sébastien parle des lasers de collimation. Le porte-oculaire, il y a une petite vis qu'on voit ici, là. Et ça a un petit effet de changer un peu. Alors, moi, je ne l'ai pas emmené. Moi, j'ai un laser qu'on ne se sert pas de la petite vis. On l'insère, puis on tourne une bague du laser, puis le laser grossit. Il y a du néoprène, là, puis il grossit égal partout. Fait qu'il reste parallèle. C'est ça. Ben, nous, tu as raison. Là, tu fais ta collimation avec un laser croche, ben, tu ne seras pas collimaté. Mais le laser, moi, je m'en sers pour faire de la collimation grossière quand je suis vraiment, là, quand j'ai fait une route de gravelle là, avec mon télescope, là, comme ça m'arrivait quand j'allais au lac Éco. Là, c'est sûr, il y a besoin d'un laser. Là. Mais je fais la collimation fine, je le fais d'une autre technique que je vais vous montrer. Donc, c'est pas si grave. Il faut collimater le collimateur laser. Il y a 3 vis sur le dessus, on peut le collimater aussi. Oui, c'est vrai. Le collimateur laser lui-même, il faut le collimater parce que rien ne dit que le laser est parallèle avec le tube. Exact. Alors, c'est une autre affaire, ça aussi. Alors, ça, c'est parfaitement en collimation. Les deux axes sont parfaitement confondus. L'axe de l'oculaire et l'axe du miroir primaire. Là, c'est sûr que dans la réalité, Newton, j'ai mon miroir secondaire ici à 45 degrés. Donc, ça, c'est collimaté et au foyer. Alors, quand vous regardez dans votre Newton la première fois, surtout si vous le recevez par la poste, quand vous le faites venir de Chine, là, vous regardez là-dedans, ça a l'air de ça.
Elle dit, oh boy, défaut de manufacture, on le retourne au magasin. Non, non, pas de panique, là. Tout est normal. C'est tout croche, c'est normal, ça a brassé. Un miroir, là, c'est pesant, c'est ça des pets de verre. Le moindre petit mouvement, il bouge un petit peu, il n'est plus en ligne avec l'oculaire. Ça ne prend pas grand-chose. Et plus le miroir est gros, plus il y a des chances qu'il ait bougé. Parce qu'il y a bien plus ces pets de verre, il est bien plus grand, il est bien plus large. La masse du miroir fait qu'il y a une inertie et il va bouger. Les petits miroirs, les petits Newton de 3 pouces sont beaucoup moins affectés par ça. Parce que c'est léger, puis comme les tubes sont plus courts aussi, la collimation est plus facile à faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Premièrement, ça ne sert à rien de commencer la collimation si mon miroir secondaire n'est pas parfaitement à 45 degrés dans l'axe. Avant de collimater, il faut que je commence par faire un alignement géométrique de mon miroir secondaire. Le miroir secondaire, là, en lui-même, il ne peut pas déformer l'image. Il est parfaitement plat. Fait que s'il est croche, ça va juste envoyer l'image ailleurs, mais elle ne sera pas déformée. Si le miroir primaire, il est croche, lui, il est en creux, il fait une image. Lui, il va déformer l'image s'il est croche. Le miroir secondaire, lui, il sert à envoyer l'image quelque part. Mais il ne va pas la déformer, il est rigoureusement plat. Mais si je veux être dans l'axe, il faut que je commence par lui, parce que si lui est croche puis je fais ma collimation, ben, je ne serai pas vraiment dans mon axe encore. Là. Ma collimation ne sera pas bonne. Je n'aurai pas fait une bonne collimation si mon miroir secondaire est déjà croche. Fait qu'on va commencer par s'occuper du secondaire. Et là, comment est-ce que je sais que mon secondaire n'est pas correct? Le cercle blanc qu'on voit ici, avec les petites notches noires, là, puis il en manque une qui sera à peu près ici, là, ça, c'est l'image de mon miroir primaire. Et là, je regarde dans le... Oh, je ne l'ai pas emmené. Je regarde dans le trou de mon porte-oculaire, mais toujours au centre. Alors là, je ne l'ai pas emmené malheureusement, mais j'ai un petit appareil en plastique, là, c'est un capuchon que je mets dans le trou du porte-oculaire avec un petit trou dans le milieu. Ça sert à s'assurer que je regarde au centre de mon porte-oculaire. Je ne peux pas être de côté. Là. Je suis vraiment central. Et quand je vois ça, je serais censé voir l'entièreté de mon miroir primaire. Et ce n'est pas le cas. Ici, il m'en manque une partie. Là. Indépendamment de ce qu'on voit ici. Oubliez ça, ici, ce n'est pas important. Là. Ce qui est important, c'est le grand cercle ici. Lui, là, il dépasse là, puis il m'en manque une partie. Fait que le bleu, ça, c'est mon porte-oculaire. Fait que déjà, je vois que mon miroir secondaire, il n'est pas rigoureusement à 45 degrés. Il ne pointe pas vers le centre de mon miroir primaire. Fait que je vais commencer par ajuster les 3 petites vis. Je n'ai pas de Newton, malheureusement, ici. Je pensais qu'il y en avait un disponible. Là. Il y a 3 petites vis qui tiennent le miroir secondaire. Puis il y a une plus grosse vis en arrière. La grosse vis, ça sert à avancer ou reculer ou tourner le miroir secondaire. Puis les 3 petites vis, ça sert à ajuster l'assiette. Alors, normalement, on ne joue qu'avec les 3 petites vis de l'assiette. Si vous devez jouer avec la grosse vis, il y a vraiment brassé fort dans le camion. Et un miroir secondaire, ça ne bouge pas beaucoup parce que c'est très léger. C'est moins sujet à se déplacer une fois que vous l'avez ajusté une fois. Le miroir secondaire, c'est comme il est allongé. Oui, il est allongé, il est ovale. Il pourrait être croche de n'importe quelle manière. Et d'ailleurs, un bel exemple, c'est les biblioscopes. Là. Ça, c'est des miroirs bas de gamme quand même. C'est des télescopes bas de gamme, on va se dire, c'est en plastique. Là. Mais les miroirs ne sont pas pires en qualité, mais l'ensemble mécanique est en plastique. Et par expérience, c'est moi qui ai fait de la collimation d'à peu près tous les miroirs qui sont là. Là, je peux dire que les secondaires, ils est à croche. Croche de toutes les manières possibles. Croche comme ça, croche de même, croche comme... Il est à croche. Il est à croche. Fait que là, on va commencer par jouer avec surtout ces 3 vis-là. On va regarder avant qu'il n'est pas trop avancé, trop reculé, qu'il n'ait pas tourné d'un bord ou de l'autre. Une fois que ça s'est fait, on peut jouer aussi avec les pattes de l'araignée qui tient le miroir secondaire. Ça arrive des fois que le miroir n'est pas au centre de mon tube. C'est arrivé, ça. Ça, on peut le jouer. Il y a des vis qui tiennent les pattes de l'araignée. Ça s'ajuste tout. C'est tout ajustable sur un Newton. Alors, une fois qu'on a ajusté notre miroir secondaire, je serais censé voir ça. Pas collimaté encore, là. Mais là, au moins, mon miroir secondaire, il regarde le miroir primaire les yeux dans les yeux.
Lui, au moins, lui, il est à 90 degrés par rapport à l'axe qu'il devrait avoir, par rapport au tube. Fait que là, je devrais voir, et l'œillet qui est là, ça, c'est un petit anneau en papier collé. Là. Ça peut être un genre de plus fait au crayon feutre aussi. Où il y a des autocollants. Chez Carl, il y a un genre d'autocollant spécial là, en forme de. Pour un autocollimateur. Ou un autocollimateur. Là. Ça, c'est collé sur mon miroir primaire. Fait que si je le vois au centre de mon image, ça sent déjà bon. Ça veut dire que mon secondaire, il regarde vers le centre de mon primaire. Fait que là, l'alignement de mon secondaire, elle est vraiment pas pire. Mais on voit bien que le rond noir qui est là, puis on voit que mon miroir primaire, lui, il est encore tout croche. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai aligné mon miroir secondaire. Est-ce que ça va pour ça, ceux qui n'ont jamais fait de collimation? Oui, Karine. Le petit ici? Le petit cercle ici, il est en papier en général, puis il est collé sur le miroir primaire. Primaire, au centre du primaire. Non. Oui. Oui. Oui, parce que là, je regarde, peu importe ce que je vois ici, même mon image ici, c'est faite avec le PowerPoint, en fait, ou Keynote, là. Il n'est pas tout à fait exact parce que dans le noir, ici, je devrais voir mon œil, mon propre œil qui regarde. Ah oui. Oui. Alors là, on est dans ce cas ici, là, un miroir Newton. Là. Alors, le miroir secondaire, c'est celui-là. Pour être vraiment en 45 degrés, je devrais voir au centre ici, je devrais voir le centre de mon primaire. Comment est-ce qu'on l'ajuste, le secondaire? Tu l'as pas dit? Le secondaire, il y a 3 petites vis en arrière qui tiennent. Des vis positives, là. Il y a 3 petites vis. Comme le primaire. Mais c'est des plus petites vis, ça prend des Allen keys en général. Il faut aller doucement. Il faut aller très doucement. Oui, et d'ailleurs, quand vous faites ça, ne mettez pas votre tube à la verticale pour faire ça comme ça. Parce que l'Allen key, elle peut tomber dans le tube et tomber sur le primaire. Et d'ailleurs aussi, quand vous ajustez la vis centrale qui tient le miroir secondaire, attends, ne mettez pas votre tube vertical non plus. Il y a quelqu'un qui a fait ça, puis il a trop dévissé. Le miroir secondaire a sacré le camp. Il est tombé direct dans le fond du tube. Les 2 miroirs sont cognés ensemble. Scrap les 2 miroirs. C'était un Normand Follum. Ça coûte cher du Normand Follum. 2 miroirs Normand Follum sur le diable. Ça coûte cher. C'est une erreur qui coûte cher. Ça. Fait que faites bien attention à ces petites vis-là. Là, allez-y doucement. Mettez votre tube à l'horizontale. Si vous échappez votre clé Allen, elle va tomber dans le gazon. Oui, là, vous devez centrer dans le centre de l'image le petit rond blanc. Ça, c'est la même chose qu'on met sur les feuilles 8 lignes par 11 pour les cartables. C'est un collant de repère. Ce qui est important aussi, c'est de voir les 3 supports de miroir primaire. Là. Il y en a 3 ou 4, là, ça dépend de votre miroir. Il faut les voir, les 3 ou les 4. Si vous ne les voyez pas toutes, c'est parce qu'il en manque un, votre miroir, il est croche encore. Par expérience, ce que j'ai vu, c'est que le petit collant de repère, il est sur les Newton à partir des 6 pouces. Oui, c'est vrai. En bas de 6 pouces, ils ne mettent pas le. Ils ne mettent pas, je ne sais pas pourquoi. Là. C'est un fait que les miroirs en bas de 6 pouces, ils n'ont pas le petit autocollant. Normalement, l'autocollant, il vient avec ton télescope? Ou oui. Il faut que tu le mettes. Non. En tout cas, avec le mien, il venait avec. Mais 6 pouces et plus. 6 pouces et plus. Remarquez que ce n'est pas un problème qu'ils mettent ça, parce que de toute façon, cette partie-là du miroir primaire ne sert à strictement rien. Parce que le miroir secondaire est devant. Fait que ça, le centre de votre Newton ici, il ne sert absolument à rien. Il ne s'est jamais exposé à la lumière. Fait que c'est pas grave qu'on mette un autocollant. Là. Mais une scratch, ça, je ne sais pas, parce que une petite scratch comme un pare-brise automobile, ça peut s'étendre une petite scratch. Là. Fait que moi, je ne mettrais pas une scratch là. Je sais que c'est Michel Burel qui avait un petit Newton, puis il a fait un crayon feutre, il a fait un petit X dessus, dans le centre, tout simplement. Alors ça, c'est pour aligner le miroir secondaire en face du primaire. On n'a pas fait de collimation encore. La collimation consiste à ajuster l'assiette du primaire de manière à que l'axe corresponde avec celui de l'oculaire. Alors, quand je fais mon alignement
du primaire, ce que je veux voir à la fin, c'est ça. Le rond noir qui est là, ça, c'est l'image de mon miroir primaire, mon miroir secondaire que je vois dans le primaire. C'est carrément son ombre, en fait. Et en fait, je devrais voir mon œil dedans. Quand je regarde, je vois mon propre œil. Alors, tout est vraiment centré, tout est vraiment 90 degrés. C'est ici l'espace qui est là, c'est le même espace qui est là, le même qui est là, le même qui est là. Donc, tout est pas mal centré. Moi, j'aurais confiance à observer avec un miroir comme ça. Oui. C'est difficile. Ça prend un tube. Il faut avoir un tube suffisamment long, plus long que le porte-oculaire, pour être capable de voir si le secondaire est à la bonne position. Oui. Moi, j'en ai un, mais. Il y a encore une affaire mécanique. Tu as vu ton miroir secondaire? Il y a une vis qui le tient en place. Cette vis-là, elle doit être au milieu. Donc, si tu prends la mesure du diamètre, et oui. tu prends la section de chacune des bouts, là, ça devrait être toute la même distance entre le centre et le bout de cette vis-là dans toutes les directions. Oui, mais il y a deux phénomènes. Mais je voulais dire plus une affaire comme des fois que ça mais je comprends ça, mais l'effet de parallaxe, il est difficile dans mon vie, tu comprends-tu? Oui, oui. L'effet de parallaxe, c'est difficile parce que le miroir. C'est une mesure que tu fais. Oui, je sais, mais il faut faire attention. Il y a deux raisons. Une affaire, il n'y a rien qui dit que le porte-oculaire est parfaitement droit. Il est peut-être de même. Puis aussi, si tu mesures, il est centré la vis du milieu, si il est un petit peu trop haut ou un petit peu trop bas, tu ne le verras pas. Ça prend vraiment ce side tube-là, tu t'en sauves pas. C'est comme un Cheshire, ça a un trou au milieu, mais ça a un long tube. Puis il faut que ça matche la focale de ton télescope. Fait que si tu as un f4.5 ou un f5 ou un f6, ça te prend un tube qui est mathématiquement calculé pour être la bonne longueur pour ta focale à toi. OK, c'est le rapport focal qui est important. C'est le rapport focal. C'est le rapport focal qui est important. Ça s'achète, c'est pas cher. C'est un tube en métal. 1 pouce écart ou 2 pouces, dépendamment de c'est quoi tu as comme. Puis il peut aussi avoir d'autres fonctions. Il peut avoir un crosshair au milieu. Ça t'aide à remplacer ton affaire. Non. Il y en a qui tu peux le faire. Tu peux le faire toi-même. Tu es sûr que le porte-oculaire, il est bien. Ça, c'est 100% mécanique. La seule façon, c'est de mesurer la circonférence intérieure de ton télescope, faire un morceau de papier qui est exactement de cette longueur-là, faire une marque exactement au centre de ce morceau de papier-là, le mettre dans le fond du tube, aligné avec ton porte-oculaire, puis tu es censé de voir, encore une fois avec le side tube, voir ta marque parfaitement au centre de ton porte-oculaire. Ouais. Je rappelle quand même que tous ces problèmes-là sont réels, mais ils deviennent vraiment visibles quand tu as un gros télescope. 12 pouces et plus. Oui. Un 4 pouces et demi, là, c'est facile, ça se voit à l'œil que votre miroir n'est pas droit. Là. Ça, c'est la question que j'allais avoir. Toi, tu t'es servi de ton side tube, puis tu n'as pas toujours eu un side tube. C'est pas avec ce télescope-là, c'est une nécessité. Lui, il a un 16 pouces. T'as combien? 16. OK, puis avec des pouces, ça marche. Je peux en passer. Oh, oui. Tant que Je sais juste si je pleurais ou pas. avec un Cheshire, ça te donne déjà une idée. Là. Oui, je sais, appelle-moi. Avec un Cheshire, tu as déjà une idée si ton secondaire est way out. Oh oui. Tu le vois bien. Tu le vois. Mais s'il y a juste un petit peu, si tu cherches la perfection, là, ça te prend un side tube. Mais sinon, tu le fais à l'œil, tu fais du mieux que tu peux, tu n'as pas l'outil, ben c'est ça que ça donne. Si tu investis dans l'outil, tu vas avoir un résultat. Puis j'achète la lunette. Oui, ou un Masutov, tu n'auras pas ces problèmes-là. Mais attends, mais il faut aussi être honnête d'une chose. Un outil comme ça, sur 100 000 personnes qui ont un Newton, tu en as 50 qui l'ont. Et tu as 99 950 qui ne l'ont pas. Puis devine quoi? Ils s'amusent comme des fous. Tu sais, il faut prendre, il faut les mettre parce que c'est bien de parler des outils comme ça, mais il ne faut pas commencer à être trop impressionné et se dire, ah, shit, je n'achèterai jamais le Newton, c'est trop la merde. Un télescope qui n'est pas parfaitement collimaté, c'est quoi l'impact?
un Newton en particulier, là, c'est que les petits détails à fort grossissement, ils vont vous échapper. Les étoiles doubles, ils ne seront pas doubles. Les lunes qui vont passer devant Jupiter, vous ne verrez pas leur ombre. C'est ces choses-là le problème. La galaxie M31, vous allez la voir pareil. Là. M42, vous allez la voir. Ce n'est pas un problème. La tache rouge, vous allez la voir. Ce n'est pas un problème. Là. Les petits détails, quand on grossit 100 fois et plus, ça commence à être compliqué. Moi, je sais que mon test avec mon 10 pouces, c'est que je regarde toujours. Quand je fais ma collimation, je regarde toujours l'étoile polaire. Si je ne vois pas qu'elle est double, l'étoile polaire est double. Si je ne vois pas qu'elle est double, ma collimation n'est pas bonne. Parce que je suis censé l'avoir double. La polaire est brillante, puis il y a une petite faible juste à côté. Je suis censé très bien voir les deux. Si je ne vois pas les deux, impossible. Ma collimation n'est pas bonne, certain. Ça, c'est avec mon 10 pouces. Avec ma lunette, je n'ai jamais réussi à voir la double parce que ce n'est pas assez gros comme lunette, tout simplement. Ah, je n'ai pas essayé encore. Elle n'a pas encore vu la lumière, celle-là. Oui. J'espère, oui. Mais ça marche avec le diamètre aussi, la quantité de photons qui rentrent dans le trou. Là. Ça marche avec ça. Mais il ne faut pas trop avoir peur. Faut pas... Non, mais là, de toute façon, j'ai plus le choix. C'est comme ça. Là. Mais, oui, je sais. Mais l'autre fois, vous allez rire. J'ai eu de la misère à la collimater, mon secondaire. Des fois, ça m'arrive. À chaque fois que j'étais presque dans le centre, je voulais comme trop parfait. J'ai oublié de collimater mon primaire. Fait que ma Galaxy M51, une semaine avant, j'étais super content. Là, j'étais moyennement content. C'était vraiment. Ouais. Ben, pas flou une tonne, hein. Je me rappelle, Alain Tréfontaine était là. Et quand j'ai manqué mon coup. Puis, il dit, ah, c'est bien. Mais quand je suis retourné en arrière, une semaine avant, que je n'ai pas oublié de collimater le primaire, c'est une différence. Tu vois les poussières interstellaires qui font tout le tour. Même sur une photo qui est stretchée, tu commences à le voir. Puis quand tu oublies le primaire, c'était sûrement pas, mais ça fait comme une fois. Oui, mais il faut faire attention, ça peut être aussi dû tout simplement à la transparence du ciel ce soir-là. Au Québec, en particulier, on n'a jamais le même ciel deux fois. Hein. Non, c'est vrai. Mais c'est vraiment les petits détails. Quand on grossit 100 fois, c'est là que ça fait toute la différence. Là. Si vous êtes pas dans, si vous êtes avec un grand angle, un 38 mm, là, ouais, OK, là, collimation, là, mais moi, à 38 mm, j'ai tellement de coma dans mon Newton que collimaté, pas collimaté, j'ai la même image. J'ai la même image. Alors, quand on fait la collimation du primaire, il y a 3 vis en arrière, mais il y a aussi 3 autres vis, souvent, pour barrer le miroir. Il ne faut pas oublier de les rebarrer après. Sinon, le long de la soirée, on bouge le miroir et ça se décollimate assez vite. Et pas trop fort parce que vous allez décollimater. Oui. C'est vraiment juste pour dire à la force de 2 doigts pleins d'arthrite. On l'accote la vis pour dire OK, tu ne bouges plus. On peut pas serrer un petit peu. Et ça ne serrait pas trop. En regardant le point rouge qui reste dans avec les petits tubes, ça va bien. Vous allez le faire juste d'une main pendant que vous regardez. Avec le mien et celui de Carl, il faut quasiment être 2. Là. Parce que là, le tube est trop long. Moi, j'ai pas de barre. Comment? Pas de vis pour barrer. Tu n'as pas de vis pour barrer? Mais même pour tourner tes vis, il faut que tu retournes. Non, moi, j'ai un long tige. Ah oui, tu as des longues tiges, toi. Ouais. Il y en a qui se mettent des petits moteurs aussi en arrière pour faire ça. Des gros miroirs, là. Mais Jean-Claude Rousseau, il n'y aurait pas pour faire ça que ça reste fixe, cette affaire-là? Non. Pourquoi il faut que ça bouge? N'oublie pas que le miroir, là, il est assez grand. Là, je fais les gros miroirs. Là. Ça prend de l'expansion à chaleur, ça rapetisse au froid. Hein? Le miroir? Le miroir. Oh, ça, je ne savais pas. Comme n'importe quel matériau. Oui, mais Maxitoff, c'est gros comme ça. Là. Puis il est comme la lunette, la lentille, il est pris dans une cellule tout le tour. Elle ne va pas bouger. Le miroir, il est déposé, lui, sur 3 supports ou 8 ou 9 supports là, pour le tenir le poids. Là. Fait qu'il peut bouger un petit peu. Puis si tu le pinces, si tu le serres, il va déformer. Tu sors l'hiver versus l'été, il peut avoir un petit mouvement. Ah oui, quand tu sors de la maison à plus 23 puis tu le mets dehors à moins 25, là, hi! Mais ça, c'est pas trop pire, hein, c'est quand on s'en va avec les... Oui, oui. Ah, ben, t'essaieras de la Keiko.
mon Newton avant de collimater à la maison, avant de partir pour le camp d'astronomie. Je faisais 1h30 de route avec le Newton sur le banc en arrêt que tu fais. Tu arrivais là-bas. Non, il faut recommencer. Ah oui. Ah oui. À partir de 8 pouces, là, dis-toi qu'il faut que tu collimates. À partir de 8 pouces. Comme télescope. Un Schmidt-Newton. Ouais. Mais encore là, c'est un choix. Parce que le Newton, il est bon. C'est un super bon instrument pour voir le ciel profond, les galaxies, puis tout ça. C'est polyvalent, un Newton. Comme je dis, un Maksutov ou une lunette, c'est imbattable dans leur domaine. Puis il n'y a pas de collimation à faire. Parce que c'est collimaté en usine. Les lunettes, pas celle-là probablement, mais probablement que celle que j'ai achetée, la nouvelle, là, il y a des vis pour la collimater, la cellule en haut. Mais ça, là, on ne touche pas à ça normalement, de son vivant. Je connais une personne qui l'a fait, c'est Denis Bergeron. Il avait une bonne excuse, il l'a sacré en bas de l'escalier. Il était décollimaté. C'était un télévu de 4 000 $. Oups! Puis là, il s'est informé. Il dit, moi, je suis bon, Denis Bergeron, je suis bon. M'a le collimaté moi-même. Oh boy, il y a eu de la misère. Premièrement, les vis qui sont là sont collés à l'époxy. Fait qu'il faut que tu commences par casser l'époxy avec un petit marteau sur ton tube de 4 000 $. À 1 cm, avec une vis tête plate qui shake à chaque fois. Oui. En tout cas, fait que vous ne devriez pas toucher à ça, les lunettes. Oui, il a réussi. Il y a une belle poque sur son tube, mais il est collimaté. Il est NP101. Oui. Et une bonne marque de lunettes à avoir, Export Scientifique, avis garanti, avis la collimation et le nettoyage gratuit. Vous payez juste les frais d'envoi. Ouais, vous l'envoyez à Export Scientifique, ils la reçoivent, ils la nettoient, collimatent, ils vous la renvoient par la poste. Gratis, à vie. C'est transférable. C'est quand même. Ouais, mais tu sais, juste la lunette que j'ai achetée, ça m'a coûté 150 pièces de livraison. Oh non, une lunette, c'est lourd. Une lunette, c'est pas. Une lunette, c'est lourd. Mais une lunette n'est pas censée devoir être collimatée. À peu près jamais. Là. À moins qu'elle déboule l'escalier comme Denis. Tout est tellement collé dessus pour faire bouger les lentilles. Il faudrait voir une cellule de lunettes pour comprendre pourquoi ça n'a pas besoin d'être collimaté. Ouais. Parce que c'est un bordel. Ouais. C'est difficile. Les lentilles qui sont collées ensemble, c'est des lentilles. Oui. Avec un indice de réfraction comme le verre. Mais ça peut se décoller. Ça se fait un gros choc. Ah oui. Il y a des lentilles, il y a des lunettes de très haute gamme que entre chaque lentille de l'objectif, c'est pas de l'air, c'est de l'huile. Ça, c'est les. Oui, catching, oui. Ça, c'est les astrophysics, là. Astrophysics, d'autres, comment ça s'appelle? William Optics aussi, ils en ont une. Oui. Quand tu es rendu là, tu ne touches pas à ça, tu envoies ça à la compagnie, puis ils vont te la refaire. Quand tu payes une à 10 000 $, fais pas chier, tu es capable de payer 150 $. Yvon qui disait qu'il était décollissé maté. Décollissé maté, oui. Pour les Schmidt casse-grains, c'est la même technique que je viens de vous montrer, sauf que là, le miroir primaire ne bouge pas. Le miroir primaire, il est comme bolté dans le fond, il est bolté après le tube central. Il n'y a pas de vis qui le tient, mais c'est le miroir secondaire qui a les 3 vis pour bouger l'assiette. Et ce n'est pas de la tarte, parce que ça prend des 1/8 de degré. En tout cas, c'est vraiment très, très délicat à faire la collimation. Fort heureusement, vu que c'est un petit miroir qui n'est pas très lourd, donc, ça n'a pas tendance à bouger beaucoup. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec ça. Ceux qui ont des Schmidt casse-grains, comme toi, Jean-Marc, est-ce qu'il faut que tu fasses la collimation souvent? Tu as vendu ton Schmidt? Mais est-ce qu'il faut la faire souvent, la collimation? Tu l'as fait 2 fois. Ce n'est pas un problème d'abord. Non, j'ai fait des chutes solides. Je ne vais pas me plaindre. J'ai fait 2 fois dans tout le temps que j'ai eu. Puis j'étais bien maniaque. Je l'ai fait plus souvent sur le 16 pouces de vélan que sur mon 8 pouces que je transportais tout le temps. OK. Je ne sais pas si pourquoi les vis étaient plus serrées ou quoi, mais c'est presque pas la taille, le poids. Probablement. Oui. Oui, les thumbscrews, oui. Ouais. Ils le font aussi pour mon Vixen. Parce que j'ai le même problème sur mon Vixen. Sur mon télescope Vixen. Ce n'est pas un Schmidt casse-grain, moi, c'est un Klevtsov casse-grain.
Je n'ai pas de lame correctrice en avant. Un Klevtsov casse-grain. C'est une formule optique hybride. Le devant, c'est comme un Newton. J'ai une araignée. Je n'ai pas de lame correctrice. C'est un tube ouvert, comme un Newton, avec une araignée. Puis moi, secondaire, c'est comme un Maksutov un peu, là, mais dans l'autre sens. Attends, ça, c'est comme genre l'histoire du Bardot et du mulet entre le Schmidt-Cassegrain, puis le Schmidt-Newton, puis le... Oui. Mais j'ai l'avantage que... Oui, à température. Et je n'ai jamais de buée sur ma lame correctrice parce que je n'ai pas de lame correctrice. On est au Québec ici, hein? Ben, c'est des instruments qui ont 3 vis aussi, pareil. Le miroir secondaire, c'est un miroir sphérique. D'ailleurs, tous les miroirs sur des Schmidt sont sphériques, ils ne sont pas paraboliques, ils sont sphériques. C'est ce qui fait qu'ils coûtent moins cher à produire. Là. Mais le miroir secondaire, il est sphérique, puis il y a 3 petites vis, puis on ajuste son assiette, exactement comme pour un Newton. Là, mais c'est... Non, probablement que tu n'auras pas jamais besoin de le faire. Ouais. Non. D'ailleurs, je pense que même quand ils sortent de l'usine, ces 3 petites vis-là, pour les Schmidt, là, ils mettent du Loctite. Fait que la première fois que tu as comme un petit coup à donner pour la desserrer. Après, ça va bien. Là. Fait que tu n'es pas supposé toucher à ça, d'autrement. Le plus dangereux, c'est que tu enlèves les 3 vis, tu fais le temps de tourner vers ton Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe quand votre miroir n'est pas bien collimaté? Alors, ça, c'est un cas, c'est encore tout croche. Là, je regarde une étoile, on va dire l'étoile polaire, ou n'importe quelle étoile brillante, en fait, là, et je la mets parfaitement hors foyer. Qu'est-ce que je fais? Je prends un oculaire qui a... Il faut grossir pas mal pour faire ça. Je prends un oculaire qui a la même longueur focale que le rapport focal de mon Newton. Alors, moi, mon Newton, c'est un 4.7, f4.7. Je me cherche un oculaire qui a à peu près 4.7 mm. Et là, ça va me donner une pupille de sortie de 1 mm par définition. Et ça va grossir beaucoup. Et là, quand je mets parfaitement hors foyer, mon étoile va donner une belle tache et je vais avoir des cercles ici comme ça. Ça, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que les cercles ne sont pas concentriques. Ils sont excentriques. Ça, c'est pas normal. Ça veut dire que je ne suis pas bien collimaté. Ça fait une différence. Parce que, comme moi, là, si je m'enlève le focus, je me mets, mettons, d'un côté du foyer ou de l'autre, oui. Mon humeur n'est pas tout à fait pareil. C'est tout à fait normal. C'est un Schmidt-Cassegrain que tu as? Oui. Plus c'est différent, moins c'est bon comme qualité. Oui. Je ne sais pas vraiment c'est quoi la mécanique de ça, mais je sais que c'est pas la même. J'essaie toujours les deux. Hors foyer, intra, extra foyer. Il faut qu'elle soit concentrique dans les deux cas. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Dans le fond, ce qui donne les anneaux les plus clairs possible. Oui. Un des deux foyers. Oui. Un des deux en foyer. Oui. Tu avais un point? Si tu n'as pas la même image un bord puis l'autre, c'est parce que je peux te casser l'astigmatisme. Le miroir, il n'est pas. Ce que ça fait, c'est que tu vois, comme c'est flou, la dernière anneau, ouais. Ça fait comme des petits cheveux autour. Il y a un côté du foyer. Oui, non. Tu ne vas pas avoir exactement le même pattern, mais il y a des anneaux. Il faut qu'il soit centré. Ouais. S'il est centré d'un côté, puis quand tu t'en vas de l'autre bord, il part de l'autre. Non, c'est juste l'aspect des anneaux. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, quand je vois ça, je vais en arrière de mon miroir, puis j'ajuste mon miroir primaire, les 3 petites vis, d'un bord, de l'autre, j'essaye tranquillement. Là, je fais pas des demi-tours, là, je fais un dixième de tour max, là, juste des petits ajustements. Et ça va avoir 2 effets. Si je fais le bon mouvement, ça devrait améliorer mon étoile, devrait aller au centre, les cercles concentriques, et ça va déplacer l'étoile. Parce qu'évidemment, je bouge mon miroir. Donc, je vais avoir ça ici. Alors, ça, c'est normal. On essaye de faire des petits mouvements pour pas que l'étoile disparaisse complètement du champ. Là. Après ça, quand je suis rendu là, je remets l'étoile au centre. Très important. Je la remets là. Et là, j'observe quel est son état. Et là, je vois que les cercles sont concentriques. Je suis collimaté. Je ne peux pas faire mieux que ça. Là. Collimaté aux étoiles, quand on grossit avec un oculaire qui a la même longueur focale que le rapport focal de mon miroir,
Ça me donne le bon. Et là, je mets hors foyer, extra, intra foyer. J'essaye les deux. Le primaire. On fait la collimation. Là. La collimation, c'est toujours le primaire. Le secondaire, j'y touche même pas une fois par année. Là. Le secondaire, ça fait plusieurs années que je n'ai pas touché à mon secondaire. Mais le primaire, presque à chaque fois, une petite touch-up. Mais si je le fais comme ça. Collimation fine, toujours aux étoiles que je le fais. Il y a d'autres techniques pour collimater, là, mais moi, c'est ma technique. Et ça marche très bien. J'ai toujours, l'étoile polaire, je la vois toujours double, facile, facile, facile. Aucun problème. Quand c'est comme ça, là, je vois des points, vraiment. Ce n'est pas des petites virgules. C'est la meilleure manière parce que les lasers, quand on parlait de lasers, ouais. Les lasers de basse qualité ne sont pas collimatables et les lasers de très haute qualité, il faut les collimater aussi. Oh oui. Fait que tu te retrouves à collimater et un laser et un télescope. Oh oui. Oh oui. À un moment donné, là. Qu'est-ce que je faisais avec le mien, c'est vite avec le laser. Une fois que c'est arrivé à collimater le miroir primaire, tout de suite sur une étoile. Oh oui. Prends une étoile grossissant en masse qu'on a mis et let's go. Collimate sur une étoile. C'est la meilleure chose parce que c'est constant, c'est objectif une étoile. Et c'est pas comme ton laser, ça se peut pas. Non, une étoile, c'est. Tu peux pas te tromper sur une étoile. Oublie ça. Et une étoile, ça ne changera pas. Ton étoile, si aujourd'hui elle est tout croche de cette façon, la prochaine fois que tu la regardes et elle est tout croche de la même manière, ton télescope est tout croche encore de la même façon. Il n'y a rien qui a changé. Ça veut dire que toi, tu es tout croche constant. Ouais. Elle est tout croche, mais constant. Si on, à la place de l'oculaire, on met l'appareil photo, puis on grossit. Ça sera oui. De mon expérience, c'est le grossissement qui est important. Fait que si tu es capable de beaucoup grossir après ça, la caméra. Je sais qu'il y en a qui font ça avec une webcam, surtout sur des chemins de casse-grain. Parce que chemin de casse-grain, c'est à l'autre bout, il faut que tu fasses ça, là, c'est compliqué un peu. Là. Fait que c'est bien pratique. Tu mets une webcam à la place de l'oculaire, puis ça se fait très bien. Oui, oui, il faut que tu grossisses. Oui, oui. Il faut que tu perds avec une caméra, surtout une caméra-là, tu perds le champ de. Ah oui, oui. Tu commences par pointer sur l'étoile polaire. Là. Tu commences par pointer là, tu éteins ta monture, tu pointes sur la polaire, elle est toujours à la même place, la polaire. Puis là, tu sais que tu peux travailler avec ça, puis tu fais ton alignement avec ça. Là, puis avec la webcam, c'est mieux qu'ils font ça, effectivement. Ça peut bien grossir l'image en masse, là, puis tu vois tes. Et quand tu es parfaitement au foyer après, ton étoile devrait être un point, mais à ce grossissement-là, c'est même plus un point, tu vois encore des cercles. Et c'est normal, ça, c'est bon signe, c'est les disques de Airy. Ça veut dire, ça, c'est impossible à éviter, ça dépend de ton diamètre, en fait. Plus que ton diamètre est grand, plus que les disques de Airy sont petits. Et ça veut dire, quand tes disques tu vois bien les disques de Airy, ça veut dire que t'es ça à coche. Ça, moi, j'ai vu ça clairement une fois avec un Maxutov. Un Maxutov, c'est une optique qui était écœurante. C'est un Maxutov cheap. Le boîtier, le tube est en plastique. Mais il y avait une belle optique. Comment ça s'appelle? C'est relatif cheap. Oui. Parce que quand tu prends un Maxutov 8 pouces, oui. Mais mets ta poche, j'espère qu'elle est très profonde parce que c'est de la très grosse qualité. Oui. C'est un petit Maxutov qui est un Leeuwenhoek, la marque. Ça vient d'Europe, je ne sais pas quel pays d'Europe. Là. Puis c'est en plastique. Ça valait cheap, mais il y avait de la belle optique. Il y avait de la belle optique. Et là, avec mon oculaire de, je ne sais pas quoi, avec un 9 mm, là, les disques de Airy étaient très, très, très clairs. Évidemment, pour ça, il faut que le ciel n'ait pas de turbulence. Quand ton ciel est bien stable, là, sinon tes disques de Airy ressemblent à des omelettes de Airy. Ça, c'est pour la collimation. On peut prendre le break, il est 9 heures pile. Hein, le gars, il a de l'expérience, il chronomètre ses affaires. Ouais, 10 minutes. 10 minutes. Collimation. Des heures de plaisir. Ben moi, ça me prend même pas 5 minutes. Ah, mais parce qu'une fois que tu apprends la bonne. Oui.
Non, il est allumé. Je l'avais mis sur YouTube. Quand je t'ai- On va reprendre, s'il vous plaît? Je vais juste faire une petite annonce. Oui, vas-y. S'il te plaît, avant que j'oublie. S'il vous plaît. Pause à la pause, s'il vous plaît. Juste une petite annonce que Jean-Marc vient de me rappeler que j'ai complètement zappé. Ce week-end, à Mont-Tremblant, au domaine Saint-Bernard, au club de Mont-Tremblant, c'est le lancement du télescope 22 pouces. Et c'est comme le tour du club de Laval d'aller là-bas pour pouvoir le voir puis regarder dedans. Ah, ouais. C'est samedi que ça va se tenir. Puis s'il ne fait pas beau samedi, ça va être dimanche. Mais on est déjà au courant de ce qui se Pour passe. s'inscrire par Gmail, il faut envoyer un courriel pour s'inscrire pour se présenter. Oui. Oui, c'est ça. Je vais mettre le lien, je vais le mettre dans le chat. Mais il y a une adresse email qu'ils ont créée, là, Télescope 22 pouces. Oui, puis aussi le télescope solaire. Il faut s'inscrire, on ne peut pas arriver. Puis... OK, parfait. Puis il y a aussi un Daystar Quark que j'ai eu entre les mains pour un petit bout et je peux vous dire que c'est absolument magnifique de regarder dedans. Celui-là, de la fac. Ah, ouais. Je l'ai eu là, puis c'est l'image qui sort dedans, là, elle est absolument géniale. Et même si vous arrivez là-bas, prenez le temps de parler avec les gens qui sont là-bas, qui vont vous expliquer comment même il fonctionne. Parce que ça, c'est comme le Coronado? Non, c'est pas un Coronado, c'est un Daystar Quark. OK. C'est une lunette avec pas de filtre. Le filtre, il est dans l'oculaire. OK. Dans la partie qui est le porte-oculaire, en fait. Il est dans le porte-oculaire. Puis c'est pas un Herschel. C'est une autre façon de fonctionner, complètement séparée. D'ailleurs, il faut le brancher au courant puis attendre qu'il chauffe. Oui. Puis il peut aller jusqu'à, si je me souviens bien, même un 8 pouces peut l'utiliser, mais quand tu mets un 8 pouces, ça prend un filtre pour couper les... un filtre neutre. Ouais, pour enlever les infrarouges et tout, c'est pour pas que ça chauffe trop. Anyway, il y a une affaire là-bas. Vous demanderez à la personne qui est là-bas de vous expliquer. Je ne vais pas faire son travail pour elle. Mais c'est ça. C'est ce samedi que ça se passe. Sébastien va nous mettre le lien sur le chat et sur Facebook, s'il te plaît. Et sur notre Facebook aussi. Donc, enregistrez-vous, puis participez en grand nombre. Je vais peut-être être. J'ai envie d'aller faire du bateau, mais l'astronomie, c'est Jean-Marc va être bon pour faire un rapport. Hein? Jean-Marc va être là, va être bon pour nous faire un rapport. Absolument. Mais vous savez quelque chose? Un rapport de télescope, c'est quoi le meilleur rapport d'un télescope? L'œil sur l'oculaire. Ça, c'est le meilleur rapport. Parce que là, si tu t'inscris, tu es invité à apporter ton télescope et faire un star party le soir de deux avec tout le monde. Il va y avoir des 20-30 télescopes. Ça va être amusant. En passant, puis le ciel, il est magnifique. Ouais. Je fais un atelier, comment vous voyez, La question, le rapport de Jean-Marc. Au Scotch Brite? Ou Scotch Brite? OK. Au SOS ou au Scotch Brite? Au SOS. Au SOS. Ça marche bien, ça. En fin de semaine, je suis en café, je suis parti de là. Ah bon. C'est beau. Alors maintenant, on va parler d'un autre sujet, c'est la mise en station. Avant de parler de la mise en station comme telle, parce que quand on dit mise en station, on veut dire implicitement mise en station polaire, donc orienter la monture par rapport au pôle nord céleste. Qu'est-ce qu'il faut faire un peu en préalable à ça? C'est une mise en équilibre. Là, je vais la simuler ici parce que je n'ai pas mis de contrepoids, mais vous comprenez qu'avec une petite lunette comme ça puis un char d'assaut comme ça, la mise en équilibre n'est pas longue à faire, il n'y a rien à faire. Mais normalement, je mets avec ma caméra et mon autoguideur et tout, c'est un petit peu trop pesant. Je mets un contrepoids, mais je le mets au plus haut. Puis même à ça, mon poids est encore trop pesant ici. Mais c'est ça, l'idée, c'est de s'assurer qu'au moins, pour ne pas faire forcer les moteurs, on équilibre en ascension droite. Ça s'appelle l'ascension droite. On équilibre avec un poids ici. Et on peut équilibrer aussi en déclinaison. C'est ça ici. Ça, c'est la déclinaison. Et d'ailleurs, avec cette lunette-là, c'est un peu compliqué quand j'ai la caméra et tout le bazar, là, équilibrer pour la déclinaison parce qu'il y a trop de poids à l'arrière. Et le problème que ça me cause, c'est que mon autoguideur, il fonctionne bien quand je pointe au méridien. Mais quand je suis rendu à l'ouest, là, il ne suit plus. Il ne suit plus mes étoiles. Parce que le poids n'est pas équilibré. Moi, je mets des sacs de sable qu'on met aux chevilles pour faire du jogging. Là.
J'attache ça ici, puis même à ça, c'est pas assez. Ça me prendrait une dovetail plus longue que ça, puis j'avance mon télescope en tout cas. Avec le nouveau télescope, je n'aurais pas ce problème-là, mais avec cette lunette-là qui est trop courte, c'est une très bonne lunette pour faire la photo, mais elle est un peu trop courte pour mettre une caméra lourde en arrière, c'est un petit peu trop lourd. Alors, c'est important pour des raisons purement mécaniques, la mise en équilibre, pour ne pas faire forcer les moteurs. Et quand on fait de l'autoguidage, on fait de la photo, on veut que ça soit vraiment précis. Alors ça, c'était pour la mise en équilibre, c'est pas plus critique que ça. La mise en station, c'est autre chose. Là, on veut, qu'est-ce qu'on veut? Alors, il faut comprendre une chose, les étoiles bougent dans le ciel. Pourquoi elles bougent? Parce que la Terre tourne à raison d'un tour par 24 heures. Et quand on fait des pauses longues en photo, on veut que ça suive. Puis même quand on regarde en visuel, surtout si on fait une démonstration publique, ce serait bien le fun que le télescope suive la mosus de planète Jupiter tout le long de la soirée. Alors, on veut que ça suive. Donc, on veut que, dans le fond, la monture, on ne parle pas de télescope, on parle de monture, on veut qu'elle suive l'axe de rotation de la Terre. Petite parenthèse, si votre monture est une monture alt-azimutale, vous pouvez continuer de m'écouter par politesse, mais ça ne vous concerne pas. Et vous allez avoir beaucoup de fun. Un Dobson, c'est alt-azimutal, puis c'est la meilleure machine pour avoir du fun. Un Maksutov, comme le ETX, une monture alt-azimutale, c'est plein de fun. Vous ne pouvez pas faire de photos, mais pour le visuel, c'est du fun en Moses. Je recommande certainement l'alt-azimutal comme monture pour tous les débutants, sans exception. Si vous ne faites pas de photos, battrez-vous même pas d'acheter une équatoriale, peu importe le prix. C'est du trouble. Si vous ne faites pas de photos, c'est juste le trouble, vous n'aurez pas beaucoup de fun. Vous aurez plus de trouble que de fun. Si vous faites de la photo, vous n'avez pas le choix. Si vous faites de la photo, vous n'avez pas le choix, ça vous prend une équatoriale. Équatoriale allemande ou équatoriale à fourche, ou en tout cas, il y a différents modèles de monture. Mais là, vous devez absolument aligner votre monture avec l'axe de rotation de la Terre. Vous n'avez pas le choix en photo. En visuel, je ne comprends même pas pourquoi ils vendent des montures pour des télescopes visuels, là, surtout des montures pas chères, là, à quelques centaines de dollars. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Ça n'a aucune utilité. Visuel, si vous faites strictement du visuel, achetez-vous une monture alt-azimutale. Posez-vous pas la question, vous allez avoir juste du fun et pas de problème. En photo, vous n'avez pas le choix. Alors, le but, c'est ça. Alors, l'axe de rotation de la Terre, c'est la ligne diagonale qu'on voit ici. Je vais essayer de marcher mon laser. Si ma batterie fonctionne. Là. Alors, ça, c'est l'axe de rotation de la Terre. Et par hasard, dans l'hémisphère nord, il y a une étoile qui est juste à côté de là où ça pointe dans le ciel. Alors, le pôle nord céleste est là, puis juste à côté, il y a une étoile qui s'appelle Polaris, qui est Alpha Umi, donc Alpha de la petite ours. Et juste à côté. Dans l'hémisphère sud, ils n'ont pas cette chance-là. Il y a une grande zone noire, là, puis des étoiles de 8e, 9e, 10e magnitude. Il n'y a rien autour du pôle sud céleste, malheureusement pour eux. Ils ont d'autres techniques pour s'aligner. Nous, on a de la chance, on a une étoile à côté. Alors, l'idée, c'est que l'axe de rotation de ma monture puis l'axe de rotation de la Terre soient rigoureusement parallèles. Une autre façon de le voir, si je considère le pôle nord céleste comme un point dans le ciel, ma monture aussi a un pôle nord. Hein, si je prolonge l'axe de rotation dans le ciel, il y a un point dans le ciel qui est le pôle nord de ma monture. Il faut confondre les deux points. C'est ça que ça veut dire. Comment on fait ça? Premièrement, il faut trouver l'étoile polaire. Ceux qui sont débutants, c'est la première question qu'ils ont. Où est l'étoile polaire? L'étoile polaire, c'est celle-là. Alpha Umi. Alors, on a la grande ours ici que tout le monde connaît, tout le monde voit facilement parce qu'elle est circumpolaire et les étoiles sont brillantes. La petite ours, plus difficile à voir. Alpha Umi, très brillante. Beta Umi, assez brillante. Puis les autres, ben non, pas bien brillantes. Non, sont assez difficiles à voir, les autres ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'astérisme du grand chaudron et on va dans la direction où va la sauce. 5 fois. Et ça mène à Alpha Umi. Donc, qui est Polaris, qui est l'étoile polaire. Puis le pôle nord céleste est direct à côté, un petit peu avant l'étoile, en fait. Si vous faites du visuel, vous pouvez parfaitement vous aligner sur l'étoile polaire, puis vous n'aurez jamais de problème.
Oubliez le pôle nord céleste qui est un demi-degré à côté. Oubliez ça, là. Vous faites du visuel, alignez-vous sur l'étoile polaire, puis amusez-vous toute la soirée. Beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, pas de problème, ça marche. Faites de la photo, non. Là, la photo, ça va vous prendre le pôle nord céleste pour de vrai, qui est une petite affaire à côté. Oui. Normand? Un instant, j'ai une autre question. C'est juste un commentaire, juste par hasard. Cette semaine, moi, je suis la série depuis plusieurs années, Better Call Saul, qui est Breaking Bad, mais la autre version. OK. Puis il y a un des bonnes sœurs, un vieux bonhomme, qui surveille sa petite fille de loin, parce que lui est caché à cause de sorte de situation. Puis il regarde sa petite fille, elle étreint son télescope devant chez elle avec sa mère. Là, il dit par téléphone de regarder, de suivre la ligne exactement comme de trouver l'étoile polaire. OK, c'est bon. C'est arrivé cette semaine. Bon. Alors, quelqu'un avait une question en ligne? En fait, ils vont laver l'appareil. Quand tu parles de la photo avec la Lune, c'est pas vraiment un problème. Oui, c'est vrai. À un moment donné, on est capable de la garder dans la cellule. Ça bouge peut-être un petit peu. Mais je te dirais, à moins de 3 secondes d'exposition, c'est pas un drame. Oui. Et d'ailleurs, je devrais même aller plus loin que ça. Quand vous faites de la photo planétaire, comme de toute façon, ça va être probablement de la vidéo, si vous n'êtes pas parfaitement aligné sur le pôle, ce n'est pas un problème. Vous allez voir Jupiter qui va se déplacer. Mais quand vous allez aligner vos photos avec Registax, ils vont miraculeusement toutes se superposer puis ça va marcher. Oui, avec même un altazimutal. Fait qu'en réalité, que si vous faites de la photo plutôt de type ciel profond, avec des poses longues, là, c'est indispensable. Mais si vous faites de la vidéo, donc du lunaire, du planétaire, c'est vrai que ce n'est pas un problème non plus. Puis quand c'est du visuel, c'est encore moins un problème. Alors, là, on ne voit pas très bien. Je vais fermer la lumière. Ça, c'est une photo que j'ai prise il y a bien des années déjà. C'est cette lunette-là, mais sur un trépied photo ordinaire, pas de monture, avec une caméra Canon. J'ai pris des photos toute la soirée du même bout de ciel. Et là, on pointe vers le nord. Alors, le pôle nord céleste est vraiment là. Et ça, c'est l'étoile polaire. Bon, là, ça, c'est quand même grossi. C'est au télescope. Dites-vous que tout le champ que vous voyez là, je pouvais le cacher avec mon pouce, au bout de mon bras. Fait que c'est quand même pas une si grande zone de ciel que ça. Mais on voit que l'étoile polaire n'est pas exactement au pôle nord céleste. Polaris est là, puis le pôle nord céleste, puis le PNC, le pôle nord céleste, est ici. Là. Normand? Oui. Question de même, tu as dit que tu as pris des photos avec à intervalles. Comment tu les as toutes combinées sur ça? Avec une rage dedans, mon cher ami, parce que je n'avais pas le logiciel qui le fait pour toi facilement. J'ai fait ça en Photoshop avec des layers. Ça m'a pris 3 jours faire ça. C'est l'enfer. Maintenant, il y a un logiciel qui fait ça en 30 secondes. Il s'appelle comment ton logiciel? StarTrail. OK, merci. C'est merveilleux, c'est très facile. Je l'ai appris je m'en suis servi dans les 5 minutes après l'avoir téléchargé, puis ça marche. Mais moi, j'ai fait ça à la main en Photoshop, ça a été un vrai supplice. Faites pas ça. Alors, ce que j'ai fait à un moment donné, j'ai calculé la position d'où était le pôle nord céleste après ma photo, qui est le point mauve qu'on voit ici. Et là, j'ai rajouté la position du pôle nord céleste dans les années précédentes. Ça a été calculé par Denis Bergeron. Donc, en 1978, 1996, 2003, puis moi, mon point est en 2013. Oui, le pôle nord céleste se déplace. À chaque 5-6 ans, il faut recalculer où est le pôle nord céleste exactement. Puis on voit qu'il se déplace. La bonne nouvelle, c'est qu'il se rapproche de plus en plus de Polaris. Pendant encore il va s'en éloigner plus tard, là, dans 100 ans. Là. Donc, il s'en rapproche à tous les 5-6 ans, 7-8 ans, là, il se rapproche comme ça. Fait que là, il serait peut-être rendu à peu près ici en ce moment. Là. C'est l'axe de la Terre qui change. Oui, la Terre n'est pas vraiment... Tu sais, c'est pas comme un globe terrestre qui est sur un socle en métal et qui tourne. Là. Il tourne dans le vide. Fait que il y a une petite précession. Il oscille comme une toupie, comme ça un peu. Là. Ça prend 26 000 ans à faire le tour complet de son oscillation. Mais
déjà en 10 ans, là, c'est visible au télescope la différence. C'est pas 1 degré, c'est une fraction de quelques minutes d'arc, là, mais ça a un effet. Tellement qu'à tous les 50 ans, il faut qu'ils refassent tous les catalogues d'étoiles pour refaire les nouvelles positions. Ce qu'appelle, mettons, les catalogues J2000. Quand on dit les positions d'étoiles, le RA est déclinaison en J2000. Là. Bien, J2000, ça veut dire que en l'an 2000, selon la position du pôle nord céleste en l'an 2000, ça, c'est la position de l'étoile. Mais en 2050, il va falloir qu'ils le refassent. OK, juste une question. Oui, Yvon? Moi, dans mon télescope Schmidt-Cassegrain qui a été conçu à la fin des années 80, il y a comme une bague, il y a comme un circuit, entre guillemets, dans mon cherche-étoile, dans lequel, normalement, tu inscris l'étoile polaire. Puis, je remarquais que je n'arrivais jamais vraiment à faire ce que je voulais avec cette affaire-là. Ça pourrait vouloir dire qu'en 30 ans, peut-être, ça a déménagé assez pour... Ah oui, il y a 30 ans, là, ben, c'est à peu près ça. 30 ans, là, entre ça et ça, tu as 30 ans, là. OK, merci. Alors, comment on fait ça, l'alignement? Étape numéro 1. Là, je vais rallumer la lumière pour voir le télescope. Alors, le but, ce n'est pas le télescope. Le but, c'est la monture. Je pourrais ne pas avoir de télescope ici, puis on pourrait le faire pareil, la démonstration, là. Mais en réalité, moi, là, il y a plusieurs techniques en passant qui existent. Je vais vous en montrer 3. Mais si vous posez la question à Abdel, à Roger, à d'autres experts, ils vont vous montrer d'autres techniques. Il y a plusieurs bonnes techniques pour faire ça. Je vais vous montrer ce que moi, je fais. Moi, je ne me sers jamais de la lunette polaire qui vient avec la monture. Je l'ai pris, je l'ai enlevé, je l'ai jeté. Et dans une valise à quelque part, je ne m'en suis jamais servi. Pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il faut jouer au cercle du soleil pour regarder là-dedans. Puis deuxièmement, qu'est-ce qui me dit, moi, que la lunette est collimatée avec ma monture? Rien. Et peut-être tout croche par rapport à la monture. Fait que c'est... Puis là, il faut pas, quand on s'installe, il faut prendre une demi-heure pour aligner parfaitement la lunette polaire avec la monture. Puis là, tu n'as pas fait aligner ta monture encore. Fait que moi, j'ai pris ça, j'ai mis dans une valise quelque part, puis je ne me souviens même pas où c'est qu'il est rendu, je ne veux pas le savoir. Je me sers de mon télescope carrément comme lunette polaire. Et ça fonctionne très bien, c'est pas long à faire. Et ça, c'est une technique qui est aussi bon pour le visuel que l'astrophoto, parce que pour l'étape numéro 1, je m'aligne sur l'étoile polaire. Alors, là, ça vaut la peine peut-être que j'éteigne la lumière encore pour l'instant. Ouais. OK, c'est beau. Alors, voici ce que je verrais. Qu'est-ce que je fais? Là, j'aligne à l'œil à peu près mon trépied, ma monture sur la polaire. Là, je suis un petit peu croche, là. On va s'aligner à peu près droit comme ça. Alors, mettons que la polaire est là. Alors là, je m'aligne à l'œil à peu près. Ouais, OK, je suis à peu près dessus. Là, je la cherche dans mon télescope et là, je la vois. Alors là, je reconnais le pattern. Là. Il y a le manche d'épée ici. Là. Ça, c'est Polaris. Ça, c'est des étoiles de la petite ours qui sont à côté. Et le pôle nord céleste est quelque part par là. Là, moi, je m'arrange pour mettre l'étoile polaire au centre. Et là, si je fais pivoter ma monture et que si par miracle, j'étais exactement aligné, la monture et le télescope parallèles, c'est ça que je veux. Là, je veux m'assurer que mon télescope et ma monture pointent à la même place. L'axe de rotation de ma monture et mon télescope. Si par hasard, j'étais miraculeusement tombé pile poil dessus, je verrais tout le ciel pivoter autour de l'étoile polaire. Essayons. Si je fais ça comme ça, et je fais un pivot comme ça ici, ça, c'est la station droite. Je ne touche pas ma déclinaison, là. Juste la station droite. Qu'est-ce que je devrais voir? Qu'est-ce que je vais voir en réalité, probablement? Quelque chose comme ça. Donc, je ne suis pas aligné. En d'autres mots, mon télescope pointe sur la polaire, mais ma monture pointe ailleurs. On voit que le centre de rotation est à peu près ici. Mais là, il faut penser à la sorte de machine que j'ai. Là. Ça, c'est une lunette avec un coudé. Ça veut dire que mon image est renversée gauche-droite. Si j'avais un Newton, mon image serait renversée tête en bas de même. Mais là, j'ai une lunette. Au Schmidt-Cassegrain, c'est la même chose, là, avec un coudé. Je suis renversé gauche-droite. Ça veut dire que, dans le fond, ma monture pointe là,
mais mon télescope pointe là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tasser un petit peu avec les deux vis en azimut, ici, les deux vis qui sont là. Je vais tasser un petit peu ma monture vers la droite. Comme ça. Ouais, pas le trépied, juste la tête. Là, ça ne marchera pas parce que je n'ai pas de vis qui tient ici, parce que la vis est dans mon observatoire. Évidemment. Hein? Là, c'est une plateforme lisse. Alors, je vais tasser un petit peu vers la droite comme ça. Un tout petit peu, pas beaucoup. Et là, je vais réaligner mon télescope sur la polaire en retournant dans le sens inverse. Je vois toujours la polaire au centre. Et là, normalement, je devrais être pas pire. On essaye. Là, elle a changé un peu d'orientation. Qu'est-ce que je fais si je bouge encore en ascension droite? Pas celle-là, Normand. Oups, excusez. Si je bouge encore comme ça, je vais avoir ça ici. Ça veut dire que l'axe de rotation de ma monture pointe exactement là où mon télescope pointe. Et où est-ce que mon télescope pointe en ce moment? Sur la polaire. Si vous faites du visuel, vous avez fini. Sortez les oculaires, vous avez du fun à faire. Vous avez terminé votre opération. Maintenant, je peux faire go-to, puis ça va marcher. Go-to, mais ça va être à peu près parce que je ne pointe pas vraiment sur le pôle nord céleste, mais pour un oculaire, d'abord que je suis dans le champ, là, je vais l'avoir M51. Là. Comprenez-vous? C'est juste ça que j'ai à faire. Il faut juste que je m'assure que mon télescope et ma monture pointent à la même place et qu'ils pointent sur la polaire. J'ai fini. Là, je n'ai pas fait 56 000 simagrées, j'ai pas fait j'ai presque pas touché j'ai pas touché à cette vis. Ça se peut que l'axe de rotation soit plus haut ou plus bas. Il peut être ici, mon axe de rotation, au lieu de là, il était ici. Ça se peut qu'il soit là, ça se peut qu'il soit là. Ça, c'est problématique. Parce que ça veut dire que mon télescope, il est soit penché comme ça ou penché de l'autre bord vers le haut. Il n'y a pas d'ajustement que je peux faire pour ça. Ce qu'on appelle le coning error, l'erreur de cône. Ce que je fais avec ma lunette, j'ai le problème d'ailleurs, ce que je fais, c'est que je mets des petits bouts de carton de plastique en dessous du dovetail ici pour remonter l'arrière. Je l'ai chimé. Je mets des chimes, carrément. Parce qu'il n'y a pas d'ajustement que je peux faire pour le pencher comme ça, mon télescope. Il est fixé avec un dovetail puis il y a des vis. Là. Comprenez-vous? Tu prends une lumière, s'il te plaît? Alors, si c'est le cas, là, j'ai un petit problème, je vais vivre avec. Je vais vivre avec. Mais quand c'est gauche ou droite, juste en jouant avec mes vis, mes deux vis ici, je vais ajuster puis je vais finir par l'avoir. En passant, ces vis-là, là, on ne sert pas ça à sa force. Hein. C'est de l'aluminium, cette affaire-là. Là. À la force de 2 doigts avec un peu d'arthrite. D'abord que c'est à côté, là, ça ne bougera pas, ça pèse à peu près 40 livres, cette affaire-là. Là. C'est ça. C'est ça. Et on peut. C'est assez facile. Quand on tourne ça, ces vis-là, on les tourne dans le même sens, les deux. Comme ça ou comme ça. Il y a une qui visse, l'autre qui dévisse. Et ça va bouger un sens ou l'autre. Alors, typiquement, pour une Q6, entre autres, ce que ça fait, c'est que ça s'en va du côté où je visse. Alors, si je visse du côté droit, je m'en vais vers la droite. Si je visse du côté gauche, ça s'en va vers la gauche. Alors, on visse d'un bord, on dévisse de l'autre, et ça va bouger la monture à gauche, à droite, en azimut. On amène les deux ensemble, on accote, puis on ne touche plus à ça. Et c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Pour le visuel. Pour la photo, on fait une coche de plus. Là, je n'ai pas fini le travail pour la photo. Là, je vais aligner. Là, mon télescope, ma monture pointe à la même place, mais pas à la bonne place. Il pointe sur une étoile. Je veux le pôle nord céleste. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis imprimé cette feuille-là. J'ai fait cette carte-là avec un logiciel, la carte du ciel ou Stellarium, peu importe. Là. Je me la suis imprimée 8,5 par 11.
Ici, on reconnaît le pattern d'étoile. Polaris est là, mon manche d'épée est là. Et le pôle Nord céleste, en me basant sur la photo de tantôt que je vous ai montrée avec le Star Trail, mon pôle Nord céleste est là. Fait que moi, là, je vais déplacer avec les vis d'azimut et d'altitude, je vais déplacer ma monture pour que mon télescope voit ça au centre. N'oubliez pas, ma monture et mon télescope pointent à la même place. Fait que si mon télescope est centré là, ma monture l'est aussi. Et ça, c'est mon pôle Nord céleste. Ben oui. Je sais où je pointe. Là, il ne faut surtout pas que je touche à ma déclinaison, mon ascension droite. Il ne faut surtout pas que je... De la monture. Je regarde dans l'oculaire jusqu'à temps que le centre de mon oculaire me donne ça. Mais là, je sais que ma monture pointe à la même place. Quand tu as une monture autorisée, oui. Tu lui donnes l'heure et la date et l'endroit où tu es. Oui, à moins que tu aies un GPS. Là. Tu donnes les coordonnées à ta monture autorisée, là, en longitude, latitude, oui. L'heure, la date. Tu as fait l'alignement que tu as fait tout à l'heure. Il devrait corriger automatiquement pour que ça aille là. Oui. Oui. Sauf que, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive si tu n'as pas un bon alignement polaire mécanique et que tu te fies sur les moteurs de ton GoTo? C'est qu'il faut faire des corrections sur les deux axes au lieu de faire un mouvement continu. L'alignement polaire que tu as fait tout à l'heure pour mettre ton centre, ton étoile polaire dans le centre de ta lunette, qui est supposé être le même centre que ta monture. Oui. Quand tu as fait ça, tu as fait Enter, mettons que tu as une monture motorisée. Là, il sait qu'il est sur l'étoile polaire. Et si tu lui as donné les coordonnées, la date et l'heure. Mais là, il sait où est-ce que tu es sur la Terre. Mais là, il faut que tu dises c'est où dans le ciel qu'il y a le pôle Nord. Il n'y a pas de magie, là. Il n'y a pas de go. Tu ne peux pas faire l'alignement polaire avec un GoTo à moins de faire le petit. En jouant avec. Oui, mais chaque manufacturier a un petit script que tu peux rouler. Oui. C'est OK, pointe là, pointe là, pointe là. Ah, tu es off de tant de degrés à gauche et tant de degrés à ouais. droite. En fait. Il a raison. Non, mais il a raison. Parce que ce que je veux dire, c'est que quand j'avais ma monture B, GoTo X200, je mettais la polaire, puis c'était tout. Je ne faisais pas d'autre chose, mais je corrigeais en ascension droite la déclinaison, oui. La monture pour l'amener sur l'étoile polaire, faisait un tour, c'était fini. Mais t'étais-tu équatorial ou avec un wedge? Une table équatoriale. Avec une table équatoriale avec un wedge. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui te dit que ton wedge, il te faisait pointer vraiment mécaniquement l'axe de rotation est sur le polaire? Tu n'avais aucune idée? Maintenant, avec la nouvelle monture que j'ai, la Gyoptron, j'ai une caméra, moi, dans le trou que tu parlais. OK, je vais en parler tantôt de ça. Ça a été corrigé, ça. Oui, oui. Mais ce que tu veux en photo, j'aurais peut-être dit ça au départ. Oui, ton guidage va t'aider avec le moteur à regarder le télescope à la bonne place. Le problème, c'est que tu ne veux pas qu'il fasse ça autrement. Tu ne veux pas qu'il fasse autre chose que de l'ascension droite. Tu ne veux surtout pas que la déclinaison bouge. Parce que sinon, il va bouger en escalier. Oui, parce qu'il y a du backlash dans tes engrenages, forcément. Fait que tu ne veux pas que la déclinaison se mette à... Ça va bouger sur deux axes. Il va suivre, mais ton étoile va ressembler à un spirographe un peu. Là. Tandis que si tu es vraiment aligné, ta déclinaison ne bougera jamais, puis tu as juste l'ascension droite qui va tourner, puis ça va suivre ton étoile miraculeusement à bonne vitesse. Moi, j'ai un célestion, puis dans la procédure d'alignement polaire, quand il te demande de pointer la polaire, après ça, tu as fait Enter, là, lui, il s'en va sur la position du pôle Nord. Après ça, tu fais ça après que tu as aligné ton ciel. Oui. Là, après ça, une fois que ça c'est fait, c'est pas parfait. Mais là, tu fais le drift. Oui, j'en parlais tantôt de ça. Là. Je trouve ça intéressant ce que tu as par rapport à la déclinaison. Mais quand on regarde avec l'outil logiciel de HTML, oui. On a toujours, jusqu'à présent, des petites corrections pour l'ascension droite et aussi pour la déclinaison. Ça, c'est la preuve. C'est la preuve que tu n'es pas parfaitement aligné sur le pôle Nord céleste. Parce que si tu étais parfaitement aligné sur le pôle Nord céleste, il ferait des ajustements seulement en ascension droite.
petite correction à ça, un ajout plutôt. Quand tu fais de la photo, là, c'est plus juste l'alignement polaire. Parce que là, est-ce que tu es bien balancé? Ah oui, il y a tout ça aussi. Il y a 1 milliard de facteurs qui rentrent. Oui. Puis même la réfraction de l'atmosphère. Exactement. Oui. Donc, oui, c'est. Mais il faut à l'échelle. diminuer la déclinaison dans son mouvement le maximum possible. Le moins elle bouge, plus c'est heureux. Oui. Mais faites attention, hein. Vous allez voir, là, quand c'est par le PHD2, c'est dans le graphique, c'est la ligne bleue. Oui. La ligne bleue, elle va tout le temps bouger. Mais lui, il est en train de faire une moyenne de variation. Et là, tout le temps, vous allez voir à un moment donné comme un genre de barre. C'est la barre de mouvement. Ce n'est pas le streak, vous voyez là. Ça, c'est juste une moyenne que lui, il fait pour pas viser c'est quoi les changements, les variations qu'il y a. C'est la barre qui est importante. Tu vas voir, il va faire moins de barres dans la déclinaison que dans la 60. Est-ce que la cône-erreur serait en cause, peut-être? La quoi? Tu te dis cône-erreur. Le coning error. Le coning error pourrait être un problème, effectivement. Oui, ça, c'est un des facteurs aggravants. Là. Mais si tu n'avais pas ce problème-là, puis si l'atmosphère serait très ténue, il y aurait juste à sens endroit que ça bougerait. À ce moment-là, j'ai compris tout ce que tu as dit, mais pour moi, qui suis quand même débutant, ça me semble difficile pour la coning-erreur de dire « Ah, il faudrait que je fasse ça maintenant. » Tu comprends? Ou juste il faudrait que je chine. Parce que là, je n'ai pas des triangles comme ça. Tu comprends? OK, garde bien ce que je vais reculer dans mes slides, là. Un détail. Voyons. Attendez une minute. Ça, j'ai bien marqué astrophoto. Hein? C'est astrophoto. Quand c'est astrophoto, là, tu es dans les petits détails, puis les petits problèmes qui peuvent devenir très gros pour ta photo, mais que c'est des petits détails niaiseux, c'est ce genre de choses. Le coning erreur, tu ne le vois pas facilement, jusqu'à temps que tu te demandes, coudonc, pourquoi est-ce que mes photos sont toutes. Là, tu te rends compte, après avoir plein de tests, poser des questions à Abdel, à Roger, que j'ai un coning error. Ben oui, c'est ça. Puis là, tu fais un test, puis bien oui, c'est en plein ça. Non. Il n'y a rien qui peut battre l'alignement mécanique, peu importe l'électronique. Sauf dans un cas. Si tu as une monture GoTo alt azimutale, là, tu sais qu'il va faire un ajustement sur les deux axes de toute façon, puis là, ça marche. D'ailleurs, je pense que les Célestrons sont pas mal les meilleurs là-dessus. L'alignement, c'est facile, eux autres. Tu pointes sur 3 étoiles, n'importe laquelle. Tu ne dis même pas c'est quoi les étoiles. Une là, une là, une là. C'est correct. Je sais où je suis rendu. GoTo marche. Mais tu es alt azimutal. Tu n'es pas sur une table. Tu es alt azimutal. Donc là, ça va bien. Ton GoTo va bien marcher. Mais tes photos ne seront pas belles parce qu'il va bouger tout le temps sur 2 axes. Mais ton GoTo va marcher pour du visuel. C'est fantastique. C'est pas prévu pour faire de la photo. C'est du alt azimutal. Alors maintenant, on vérifie l'alignement. Astrophoto pour hypermaniaque avancé. C'est presque. Si vous n'êtes pas hypermaniaque avancé, écoutez-moi par politesse, ça ne vous concerne pas. Non, mais je veux graduer le niveau de difficulté avec le niveau de bénéfice aussi. Là. Non, mais c'est ça. Si vous êtes débutant en photo, vous n'avez pas ce problème-là. L'alignement que je viens de vous montrer, ça va être correct. Ça va marcher. Je parle de quelqu'un qui a son observatoire à la maison qui est fixe. Oui, ou qui a un gros télescope. Plus que la focale est longue, plus que les problèmes sont gros. C'est pas ça quand t'es Non, non. Une petite lunette de même, là, ça ne vaut pas la peine de se casser le yo-yo. Là. Mais un Schmitt casse-grain, peut-être oui. Juste une petite anecdote. Roger Ménard, quand il s'est remis à sa retraite à l'astrophoto, il a acheté un 14 pouces. Un Schmitt casse-grain 14 pouces. Un Schmitt de Célestron avec une CGE Pro, une monture monstrueuse, un équipement comme d'avant-garde. Il s'en est servi, il m'a dit quelques fois, et il a failli le mettre tout au vidange. Vous savez ce qu'il est parti faire? Il s'est acheté une petite lunette avec une petite monture. Il a commencé à zéro. Pourquoi? Ouais. Parce que plus tu augmentes la focale et plus que le problème apparaît. En fait, en augmentant la focale, tu grossis le sujet. Donc, tu as une meilleure définition. Tu as une meilleure définition pour les détails de l'objet.
Mais devine quoi, il y a une meilleure définition pour se rendre compte qu'il n'a pas fait une erreur. Ah oui. Puis pas juste ça, tout est beaucoup plus lourd. Tu as le poids de l'appareil, puis la moindre petit déséquilibre, ça fait un immense problème. C'est compliqué au bout. C'est pas ça que je dis hypermaniaque avancé. Avant de passer à la prochaine, est-ce que tu en as une étape 4, un niveau 4 hyper super avec Scrum On va arrêter là. Mais j'ai une étape 4 pour les tricheurs. Vous allez voir, je suis un tricheur. On est tous des tricheurs. Alors, la mise en station sur la méthode dite de Bigourdan, qui est le nom d'un astronome français du 19e siècle. Et vous allez voir, c'est la méthode du drift. Vous allez voir le tutoriel de Denis Bergeron sur le site de la fac. Il parle de la méthode du drift, c'est la même chose. Je ne vous dis pas de faire ça, mais je vous en parle parce que c'est documenté au site de la fac. Donc, si vous voyez l'information, ça réfère à ça. Moi, j'ai fait ça au début. Je ne le fais plus, je trouve ça trop compliqué. Mais ça marche. Une slide, puis j'en parlerai plus après. C'est compliqué parce qu'il faut, là, c'est le contraire, il faudrait que mon télescope pointe non pas au nord, mais au sud. Donc, quelque chose comme ça. Comme ça. Méridien au sud à l'équateur. Je pointe comme ça. Une étoile, n'importe laquelle, je m'en fous de savoir laquelle. Et là, j'allume ma monture, je dis OK, suis les étoiles. Et normalement, l'étoile qui est là, ici, elle devrait rester stable dans l'oculaire. Si elle monte ou elle descend, c'est parce que je ne suis pas correct en azimut. Donc, je fais un ajustement. Ça, c'est la partie facile. Après ça, on passe à l'étape 2 ici. Là, on fait l'ajustement en altitude. Et là, ça se corse parce que faudrait que je pointe à l'horizon. Mais à l'horizon, il y a des arbres, des montagnes, des maisons, de la fumée, ça ne marche pas. Fait que je pointe un peu plus haut, une étoile assez basse, à l'est, et je fais la même opération, puis là, j'ajuste mon altitude. Mais là, devinez quoi? Je ne suis pas à 90 degrés par rapport à l'autre. Je ne bouge pas sur un axe. Je bouge en altitude comme ça, mais mon étoile, elle, elle bouge en biais. Fait que faut que je revienne à l'étape 1 après, à l'étape 2 ensuite, à l'étape 1 après, à l'étape 2 ensuite. Vous avez passé la moitié de votre soirée, puis après ça, vous êtes en ligne. Je ne le fais plus. C'est bon pour c'est bon quand vous avez un observatoire. Parce que ça, c'est fixe, puis ça ne bouge plus. Mais pour les nomades, c'est la mort. Oui, en plus, il faut attendre longtemps. C'est quasiment 15 minutes qu'il faut attendre à chaque fois. Là. Au moins 10 minutes. Tu as déjà essayé ça? Oui, au début. C'est la seule méthode que je connaissais. Ça n'a pas été long, j'ai abandonné. J'ai failli. Mais il y a une autre méthode plus rapide et meilleure que j'ai utilisée un bon bout de temps, la méthode de King. Et là, on se sert de l'appareil photo. On fait de la photo, c'est pas les astrophotographes. Qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais retourner au pôle Nord. À peu près. Ce n'est pas important si je suis exactement dessus ou pas. Et je prends une photo. Je vais mettre mon appareil. Là, disons que ça, c'est mon appareil photo à la place de l'oculaire. Je vais le tourner de 90 degrés comme ça. Mon appareil photo, il est tourné comme ça. Donc, il est comme ça ici. Là. Et je prends une pause de 6 minutes. Les 4 premières minutes, c'est comme d'habitude, la monture, elle suit les étoiles. Puis au bout de 4 minutes, tout tire sa plug. J'éteins la monture. Et je laisse l'appareil photo finir sa pause pendant les 2 minutes qui restent. Donc, 4 plus 2. Qu'est-ce que ça va me donner? Bien là, imaginez, mon télescope suit l'étoile pendant 4 minutes, donc elle devrait être à la même place. Puis après 4 minutes, j'arrête la monture, donc il ne suit plus pantoute. Fait que là, je devrais avoir une traînée, une ligne. Qu'est-ce que j'ai à la place? Des bâtons de hockey, des V, ou je peux avoir des genres d'oiseaux. En tout cas, il y a une coche. C'est ça. Alors, ça ici, le cours, ça, c'est mon 4 minutes où je pensais que je suivais l'étoile, mais je ne la suivais pas parce que je n'étais pas aligné sur le pôle. Puis ça, c'est normal, c'est le 2 minutes où je ne suivais rien pantoute. Fait que c'est sûr que j'ai une dérive. Là. C'est évident. Ça, là, je l'attends. Ça, là, je le veux, ça. Ça, je ne le veux pas. Fait que là, mais le fait de mettre mon appareil photo penché comme ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça me dit quel ajustement faire.
il faut que je bouge ma monture vers le bas et vers la droite. La photo me le dit. Tourne ta monture avec les vis ici, les vis d'altitude ou d'azimut. Tourne ça vers la droite et vers le bas. Parce que ma dérive, c'est ça. La dérive que je ne veux pas avoir, c'est elle. Elle est normale. Elle, je m'en fous. C'est elle que je ne veux pas avoir. Fait que je vais donc bouger ma monture vers la droite et vers le bas et je prends une nouvelle pause de 6 minutes. Pour 2 minutes, ta ligne de 2 minutes, ça sert de référent. Oui, pour savoir dans quelle direction. Si tu vers le haut ou vers le bas. Là, je sais, c'est vers le bas. Excuse, une petite question, parce que là, les deux vis, c'est gauche-droite. Bien, j'ai deux vis ici, j'ai deux vis ici. Ça, c'est altitude, puis ça, c'est azimut. Altitude. L'altitude, c'est ça, l'altitude. C'est le penché. Nous, on est au 45e parallèle. Fait que mon altitude devrait être 45 degrés. Ma latitude sur la Terre, c'est 45e nord. Donc, l'altitude de ma monture devrait être 45 degrés au-dessus de l'horizon. C'est ça. Alors, j'ai 2 sets de vis. Et donc, je ne touche surtout pas à ça ici, là, les vis de déclinaison puis d'ascension droite. Je n'ai pas besoin de toucher à ça. Juste les 2 vis d'altitude et azimut. Et ça me le dit quelle direction aller. 6 minutes, une pause, on recommence. Une deuxième pause de 6 minutes. Ah, bon, ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Et la raison, c'est parce que là, mes 2 points ne sont pas superposés. Et contrairement à ce que le monde pense, quand on pointe vers le nord, l'erreur de la dérive est très importante. On pense que c'est à l'équateur que c'est le plus grand. Non, non. Au pôle nord aussi, c'est très grand. Quand je ne suis pas aligné, la dérive est très importante en pointant au nord. Et maximale. Elle est maximale. C'est M. King qui a découvert ça, d'ailleurs. Deuxième pause. Ah, encore des bâtons de hockey, mais pas mal moins pire. Et là, on voit que j'ai été un peu trop loin à droite. Il faut que je repasse à gauche. Pas en tout. Ah oui, on touche à rien. On touche pas à rien. Fait que ça, c'est normal. Je m'en fous. C'est mon 2 minutes. Ça, c'est mon 4 minutes de dérive. Fait qu'il faut que je baisse encore ma monture. Mais là, j'ai été trop loin à droite. Il faut que je revienne un petit peu à gauche. Troisième photo, je devrais avoir une ligne. Je ne sais pas si j'ai l'image. Je ne me rappelle plus, là. Oups. Presque. J'ai une petite affaire, une petite erreur encore. J'ai une question pour toi. Mais là, regarde, ça, là, c'est une pause de 4 minutes. Mes étoiles vont avoir l'air de ça au pire cas. Ça, c'est sans autoguidage. Sans autoguidage, sans rien, là. 4 minutes, une pause de 4, moi, je ne fais même pas de pause de 4 minutes dans mon observatoire, je fais des pauses de 2 minutes. Fait que ça, là, c'est la pire erreur que je vais avoir après 4 minutes de pause. C'est quand même pas pire. Honnêtement, parce que c'est une méthode qui a l'air de prendre beaucoup de temps, parce que ça, tu vas perdre 18 minutes. 3 pauses de 6 minutes. Ça m'a pris 18 minutes. Rendu là, tu commences à prendre des fois. Oui, oui. À ce niveau-là Oui, oui. Là, c'est la photo. La photo à pause longue. Ton observatoire à la maison, tu te dis, moi, je passe 1-2 nuits à me mettre en station, mais après ça, je ne toucherai plus jamais. Ça vaut la peine de passer. Oui. Mais là, le but, c'est pas tant de mettre en station ici que de vérifier. C'est le titre de mon chapitre. Vérifier l'alignement. Vérifier vraiment précis. Est-ce que je suis vraiment sur la coche ou un poil à côté de la coche? Ça vaut la peine quand tu es fixe, sauf quand tu le débarques pour l'amener au club. C'est ça. C'est ça. Mais c'est quand même pas pire. Par rapport à Bigourdan, là, au lieu de me prendre 1h30, là, je suis rendu à 18 minutes puis je suis en station précise à la coche. C'est quand même pas pire. C'est de la précision, là. Troisième méthode pour les tricheurs, et j'en suis un. Mais les tricheurs qui ont de l'argent. Parce que là, je vais tourner ma monture, ce que je ne devrais pas être capable de faire, mais comme je n'ai pas de petite vis en dessous, ça va marcher. Ça ici. Ça remplace la fameuse lunette polaire que j'ai là. Ça, c'est une caméra d'alignement polaire. Ça coûte à peu près 400$. Parce qu'il faut l'acheter avec l'adapteur pour la monture que j'ai. Fait qu'il y a la caméra et il y a l'adapteur pour la EQ6. Fait au total, c'est 400$. Puis il y a un logiciel qui vient avec ça et c'est magique. 5 minutes top chrono, j'ai le meilleur alignement que j'ai jamais eu de ma vie à chaque fois.
C'est la consistance, le secret dans cette affaire-là. Ouais. C'est toujours le même alignement pour la. Et c'est précis, là, à même pas une minute d'arc. Comment? Quand tu fouilles, c'est rouge, la croix. Oui, ben je vais le montrer, là. Alors, l'appareil, c'est ça, avec un adapteur, mais il y a comme à peu près 40 sortes d'adapteurs selon votre monture. Non, il n'y a rien à faire avec ça, il faut chimer. Oui, pour le Koenig error, il faut chimer le télescope, tu n'as pas le choix. Pour aligner ta monture. Parce que le Koenig error, c'est ton télescope qui a une erreur. C'est le Dovetail qui a une erreur. C'est mon Dovetail qui a une erreur. Oui, oui. C'est 400$ de moins de médicaments. Mais moi, c'est le. Mais si vous êtes en observatoire, la méthode de King, c'est parfait, là. Je veux dire, ça va vous prendre 18 minutes, puis votre observatoire, il est aligné pour la vie. Mais si vous êtes nomade, c'est un 400$ qui est bien investi en Moses. Quand tu mesures 6,5, tu es à 4 pattes derrière. Faire le cercle du soleil en dessous de ça, là? Non, oui. Non, oui. Est-ce que ça vous donne? Ce que ça vous donne, cette caméra-là, c'est ça ici. Ah, là, c'est encore la monture, là. C'est ça. Il y a un logiciel qui vient avec, très facile à utiliser. Vous n'avez même pas de livre d'instruction. Il vous dit quoi faire à l'écran. Il vous dit, regarde. Oh, palais. Ouais, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Voyons. Où est ma souris? Hey. Elle est en bas à gauche. Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Voyons, est-ce qu'elle est ma souris? En bas à gauche. Voilà. Pourquoi est-ce que je ne vois plus le. En tout cas, peu importe, là. C'est la dernière slide. Ce que je vais vous montrer, c'est ça. Il y a des petits dialogues qui apparaissent. Il vous dit quoi faire. Il vous dit, pointe à peu près sur le nord au début. Il faut que tu partes ta caméra, il faut que tu connectes. Après ça, il dit, prends ta monture, tourne à 30 degrés comme ça. OK. Là, les étoiles vont bouger ici. Il dit, OK, recommence, fais ça une deuxième fois. OK, tu fais ça une deuxième fois, 30 degrés encore. Là, il va dessiner le cercle ici pour figurer où pointe ta monture. Ta monture pointe là. Il dit, OK, le pôle nord est là. Il reconnaît le pattern d'étoile. L'étoile polaire est là, ton pôle nord est là, toi, tu pointes là. Fait que les deux points qui sont là, le rouge puis le vert, il faut que tu bouges ta monture pour les confondre maintenant. Confondre les deux points. Avec les vis d'azimut et d'altitude. Puis là, tu as une étape 2, haute précision. Là, il zoome l'image. Là, tu as 2 points, là, puis il calcule le point où tu pointes et le point qui. Là, il y a encore une deuxième étape de précision encore plus extrême. Là, tu bouges à peine tes vis. Tu n'es même pas obligé de le faire. Ah, même le vent, oui. Oui, oui. Et quand top chrono, 5 minutes, je suis aligné parfaitement. Qualité photo. C'est de toute beauté. Je sais que Ioptron ont une affaire qui ressemble à ça. C'est ça que tu as. QHY, ça c'est QHY, mais il y a Ioptron, puis il y en a peut-être un autre qui a ça aussi. Puis il y a aussi une autre façon de tricher sans acheter rien. C'est d'utiliser un placeholder avec une caméra d'image. Oui. La caméra que tu vas imager avec, tu peux faire du placeholding avec ça. Oui. Tricher avec ça. Puis tu peux tricher avec PHD2 aussi. Oui, PHD2 le fait. Puis il y a, je ne me rappelle pas du petit nom, il y a un petit nom pour. Nina? Nina fait ça aussi. Nina fait ça avec la caméra de toute façon. La caméra qui est sur ton télescope. Azier, Oui. Azier, là, moi, quand je l'ai eu, j'ai comme sacré, puis je leur ai écrit un email pour leur dire plein de belles choses québécoises. Et il m'a répondu, puis il disait que eux autres, ils ne supportent aucune autre marque de caméra que la leur. Ah ouais. Mais il me dit, mais on a une solution, puis essaye-la, puis donne-nous ton commentaire. Parce que moi, je dis, arrête de dire des conneries, l'ami. Je fais des longues pauses, je fais des pauses de 20 minutes. 20 minutes, si toi, ta petite ligne en 4 minutes, imagine 20 minutes, c'est multiplié par 5.
Donc, elle devient aussi longue que l'autre côté. Là, Ouais, ouais. Fait que là, et je l'ai essayé, c'est magique. C'est vraiment magique. Même pas besoin du Pool Master. Pointe quelque part, il te dit plate solving, termine plate solving, et là, il te sort deux carrés. C'est 2 carrés. Et là, il commence à te dire, OK, rapproche. Puis là, plus que tu rapproches le truc polaire du bullseye, plus tu t'approches du bullseye, et plus qu'il grandit, puis il commence à devenir de plus en plus précis. Et à un moment donné, tu sors le sourire comme quoi que, rendu là... Bingo! Pourquoi? Parce que c'est pas expliqué comme ça, mais moi, je pense qu'il le sait par rapport à ta longueur focale. Et lui, il sait c'est quoi. Il prend une photo plate solve, il sait longueur focale. Il connaît le grandissement d'image. Exactement. Et que lui, il sait que ça, c'est magnifique. Ouais. C'est génial, puis ça se fait en temps réel. Et comme lui, là, quand tu arrives à la fin, puis tu lui dis calibrate, la dernière étape, là, ça fait exactement la même chose. Okay. Fait que morale de cette histoire, il est 10h05. Morale de cette histoire, si vous faites de la photo, vous avez quand même besoin d'être assez précis sur votre alignement de monture. Si vous faites du visuel, gardez en tête juste la première étape. Là, vous pointez sur l'étoile polaire, puis il va commencer votre soirée. Ne perdez pas de temps à faire de la précision, vous perdez votre temps. Mais pour la photo à longue pause, la photo en planétaire, c'est comme le visuel, ce n'est pas un problème. La photo à longue pause, malheureusement, vous avez besoin d'être un petit peu maniaque pour avoir des belles images. Ça vous prend une bonne monture, une monture à 400$, ça ne marche pas. C'est 2000 et plus. Il n'y en a pas en bas de 2000 qui fonctionnent. Ça commence à surtout ces temps-ci. Ça commence à 2000$. Puis pour l'aligner, il faut taper ce tintouin-là, puis être assez précis, puis prendre son temps. Quand on a l'avantage d'avoir un observatoire, on peut prendre une soirée de pleine lune pour s'aligner, puis c'est fait pour 1 an au moins. Quand on est nomade, on triche avec une affaire comme ça, puis on a une belle soirée. Et c'est très, très bon. L'alignement de ça, c'est hyper précis. Hyper précis. Puis, c'est pas important la sorte de télescope qu'on a, c'est la monture. Là, c'est vraiment, on focus sur la monture pour faire un alignement. Il faut aligner sa monture sur le pôle nord céleste. S'il y a d'autres questions, les gens de Zoom, avez-vous des questions? Pas dans le chat. Pas dans le chat? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais donc de ce pas réaligner ma monture à l'observatoire. Merci tout le monde d'avoir été là. Hey, je n'ai pas dit que vous pouvez y aller. Sacrifice. Oui. Oh, allez-y, passez une bonne fin de soirée, puis on se voit la semaine prochaine. Ah, c'est cher, Abdel.